Donald Trump est bel et bien de retour en 2026 et ses envies de conquête ne sont jamais passées totalement inaperçues. Depuis le début de l'année, les craintes sont revenues et pourtant, les indices continuent d'enchaîner des nouveaux plus hauts historiques. Alors, plusieurs vraies questions se posent. Est-ce que ce marché est devenu invulnérable ou faut-il au contraire se préparer à un scénario de retournement, voire de crash en 2026? Et surtout, quelles sont les valeurs et les secteurs qui pourraient offrir de vraies opportunités pour cette nouvelle année? Pour tenter d'y voir clair, plus clair, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux experts, mais surtout deux amis. David Renan, auteur du livre Investir sur Small Cap, trader sur compte propre depuis 2003, je crois, David, et animateur du Discord d'accompagnement en bourse DR Bourse. Et Michael Landreau, trader sur compte propre depuis 2012 et cofondateur du salon, très bon salon, excellent salon NTT, programme d'accompagnement en bourse. Comment ça va, les amis? C'est qui le fondateur? Moi, je me présente pas. Les gens, ils en ont marre de moi. Comment ça va, David? Ben, toi, Tino, d'ailleurs, oui, oui. Et toi, donc, présente-toi aussi, non? Rapidement. Oh, ils me connaissent, moi. Ouais. Comment je pourrais me présenter? Ouais, c'est pas évident. On va dire Quelle année? ex-banquier, bientôt ex-banquier. Trader sur compte propre aussi, créateur de contenu, voilà, ça me suffit largement, c'est modeste et c'est largement suffisant. Passionné comme vous de bourse et d'économie, voilà, c'est largement suffisant. Ça va, David? Oui, ça va. Il Ça fait va. beau à Montpellier? Attends, non, mais je regarde par la fenêtre, c'est bon, t'en pas. Il fait nuit, il fait nuit. Non, non, écoute, ça va mieux, ça va mieux. Bah ouais, non, mais ça va, ouais, ouais. Écoute, hein, voilà, on est toujours Tranquille. tranquille, toujours actif sur les marchés. Tout à l'heure, on parlait d'Abivax, voilà, on a toujours Ouais. des rebondissements, voilà. Donc oui, ça va bien. Et Mika? Bon, moi, ça va, je sais comment tu vas, mais. Tu me demandes pas le temps. C'est bizarre. Pourquoi tu me demandes pas le temps? Parce qu'on est en Normandie, c'est ça? Mais tu sais que j'ai croisé il y a quelques années une jeune demoiselle par chez toi là-bas et je lui ai dit depuis combien de temps il a pas fait, enfin il a fait beau, c'était quand la dernière fois qu'il a fait beau en Normandie et elle m'a dit je sais pas, j'ai que 21 ans. Donc tu vois, Et en plus, pour la petite histoire, une petite dédicace, même si on sera décalé, courage aux personnes qui ont subi des dégâts, parce qu'on a eu la fameuse tempête Goretti. Moi, je suis en Normandie, hein, comme vous le savez, les amis. Elle était costaud. Franchement, elle était costaud. La nuit a été très, très, très compliquée. Et le matin, j'avais quelques dégâts quand même chez moi. Donc, courage aux personnes qui ont subi pas mal de dégâts, parce que là, franchement, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu peur que la toiture s'arrache, je vous le dis. Hein. Vous êtes tranquille, vous là-bas, vous n'avez pas de tempête, là, vous êtes où? Attends, et quand ça pleut, c'est pareil. Ça, attends, non, non, ça a vachement ben, plu là. dernièrement, oui, il a pas mal plu. Bon, après, il fait vite. Là, aujourd'hui, il a fait 32-33 degrés à Montpellier, il faisait bon, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, il fait super beau. J'ai mis j'ai doublé la clim, c'est vrai. La clim, voilà, on est obligé de. Bon, les amis, j'ai une série de questions à nous poser communément. L'objectif, c'est qu'on essaye en fait, au travers de tout un tas de questions, qu'on essaye de décortiquer un peu ce à quoi pourrait ressembler en 2026, comment au mieux essayer de s'y préparer. Mais d'abord, avant de passer aux questions sur 2026, j'aimerais que vous me résumiez en un mot pour vous, pas évident, hein, mais en un mot pour vous, quel a été 2025 pour vous en un mot? David, est-ce que tu as pour illustrer ton Moi, 2025? le premier mot qui me vient, c'est une année folle en fait. Folle dans le sens où j'ai l'impression déjà qu'on a eu plusieurs années dans une année. Ouais. On a eu des indices qui finissent, les indices américains à plus 15. Enfin, voilà, il y a eu, tous les indices quasiment ont fini en hausse. Bon, le CAC 40, je crois qu'il est à plus 11. Alors déjà, franchement, quand Trump il a annoncé les droits de douane, j'aurais jamais pensé que les indices seraient aussi résilients parce qu'ils sont quand même En pas mal. avril, ouais. Donc, tu as eu les droits de douane, tu as eu l'annonce du plan de 1000 milliards allemand qui a quand même relancé tout relancé le secteur de la défense. Tu as eu après la baisse du dollar, tu as eu l'envolée de l'or et de l'argent, tu as eu aussi le rebond des bancaires, tu as eu le rebond de la biotech, donc tu as eu plein de choses et ça, c'est vraiment en un an. Donc voilà, une année complètement improbable parce que franchement, moi, en mars, on avait fait une interview tous ensemble.
j'étais vachement pessimiste avec ces droits de douane. Franchement, je voyais vraiment que les rentabilités allaient s'écrouler. J'étais vraiment très pessimiste à ce moment-là. Et là, quand tu vois comme les marchés s'en sont tirés, ça me paraît incroyable, quoi. Voilà. D'ailleurs, ce qui est paradoxal, c'est que dans une année, comme tu dis, 2025 a été assez folle, l'actif, entre guillemets, je vais me faire engueuler en commentaire, mais l'actif le plus fou, qui est le Bitcoin, entre guillemets, les crypto-monnaies, le plus volatile, je voulais dire fou dans le sens volatile, ben lui, il n'a rien fait. Ouais. Et il a été très peu volatile d'ailleurs, finalement, dans cette année-là. C'est assez. Je pense qu'il a peut-être aussi perdu. Enfin, il a perdu. C'est qu'il a été. Il y a eu pas mal de liquidités en fait qui finalement ont préféré aller sur l'or et l'argent que sur le Bitcoin. Ouais. C'est peut-être la suite aussi de la dédollarisation, la vente du dollar pour aller acheter non pas du Bitcoin mais de l'or et de l'argent. Ouais. Mika, en un mot. La hausse qui baisse. Non, je vais le dire différemment. La hausse piégeuse. Parce qu'en fait, et je l'ai dit plusieurs fois sur BFM, comme dit David, oui, il y a eu des explosions, il y a eu des indices qui ont monté, mais enfin, et aujourd'hui, on l'a dit également plusieurs fois, est-ce qu'on peut vraiment parler de hausse, entre guillemets, quand la hausse est focalisée sur un petit pourcentage d'une dizaine d'actions? Pour moi, c'est une réalité qui a changé. Donc maintenant, moi, je fais la différence entre indice et marché. L'indice est haussier, mais pas le marché pour moi. Et par contre, quand je dis piégeuse, parce que si tu n'avais pas, entre guillemets, je ne vais pas dire la chance, c'est pas le mot juste, mais si tu n'étais pas sur les bons secteurs, et encore une fois, si tu avais par exemple des actions comme Pernod Ricard, comme Soitec ou comme beaucoup d'autres au niveau des small caps ou même des big, du téléperformance, des choses comme ça, ben la hausse, tu ne la voyais pas. Tu ne la voyais pas. Alors, tu étais sur les bioquettes, c'était nickel. Tu avais du Nvidia, c'était nickel, mais tu avais certaines actions, je rappelle que Pernod Ricard, 200 € jusqu'à 70, c'est ça hein, quand même, hein, et personne ne s'attendait à ça. Hein. Et tu as beaucoup d'actions quand même, quand tu regardes même si là, en fin d'année, il y a eu un regain d'intérêt sur quelques small, notamment avec des hausses à la verticale, c'est typique de la fin d'année, ça, où il y a des actions comme Enosia aussi, quand même, qui ont fait des gros trends, Lizzy, que tu connais, toi, David, Abivax, évidemment. Abivax doit beaucoup à l'indice small, hein, parce que 1800% de hausse. Mais on en revient toujours au même. La hausse est focalisée sur quelques valeurs. Si tu ne les as pas, ton portefeuille sous-performe. Et ça, c'était quand même très, très compliqué pour l'année 2025. J'ai mis mes résultats sur Twitter. Maintenant, les gens les connaissent parce que je le fais chaque année par transparence. Mais encore une fois, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Je le dis à répéter tous les jours, je suis rouge. Quand je démarre la journée, je suis rouge et je ne fais que moyenner. J'aurais utilisé la méthode d'avant où que je prenais directement mes pertes. Je pense qu'en 2025, j'aurais été rouge en termes de performance parce qu'aujourd'hui, je ne fais que moyenner et c'est devenu mon pattern principal. Je ne fais que ça. Alors, vous rappelez-vous quand même, les gars, on dit à la base qu'il ne faut pas moyenner aux gens. C'est normalement une règle absolue. Normalement, je dis bien. Enfin, ça reste compliqué. Un trader il le fait. Voilà, après, c'est différent. Mais toi, la petite nuance par rapport, alors tu me dis, mais la petite nuance par rapport à ce qu'on parle de jamais moyenner à la baisse, c'est surtout jamais moyenner à la baisse quand tu as un titre, tu achètes un titre parce que tu le crois décoté, et puis après 2 semaines après, tu vas le racheter, et puis après la semaine d'après, etc., etc. Toi, c'est plus quand même de la moyenne sur des unités vachement courtes. C'est ça. Oui, parce que jours. Je trouve, et tu prends le même exemple sur Pernod Ricard, tu moyennes, tu t'enfonces. Moi, en fait, quand je moyenne, c'est vraiment déjà pour m'en sortir. Et si je vois que ça continue à baisser, je vais sortir ma position. Et les gens, c'est ce qu'ils ne font pas. Ils continuent à acheter en te disant, c'est Pernod Ricard, ça finira par monter. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Hein. Ça peut être comme ça peut durer pendant des années. Quand tu vois, par exemple, le parcours d'Engie, contrairement à celui de Pernod Ricard, je sais pas, hein, est-ce qu'elle remontera? Tu crois, toi, David, qu'elle remontera Pernod Ricard? Le truc, c'est que Pernod Ricard, c'est vrai que c'est historiquement pas cher. C'est pas cher. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est un peu, on peut le retrouver sur plein de valeurs. Moi, je pense aussi à Sodexo, c'est des valorisations historiquement basses. Tu regardes les ratios sur les 10 dernières années, c'est vraiment. Mais le problème, c'est qu'en fait, leur activité est orientée à la baisse. Donc, c'est pas cher, mais tant que le chiffre d'affaires baisse de 1, 2, 5%, eh bien, le marché n'en veut pas. Et c'est vrai qu'avant,
t'avais, à un moment, tu avais toujours les titres qui finissaient par se stabiliser, même si, parce que on revenait sur la valorisation, on disait que c'était pas cher, mais aujourd'hui, enfin depuis quelques années, tant que le chiffre d'affaires chute un petit peu, eh bien les titres continuent de glisser. Pour Pernod Ricard, c'est pas cher, mais je pense que le titre, pour qu'il se reprenne, il faut qu'il retrouve un peu de croissance. Et c'est pas, je crois que c'est sur le deuxième semestre que c'est annoncé. Alors eux, ils ont un exercice comptable en décalé. Donc pour l'instant, c'est pas cher, mais ça va le rester, je pense. Et je pense que le marché, ce qu'il attend, c'est vraiment une petite reprise de la croissance, une petite éclaircie au niveau de l'activité. Et là, on n'y est pas encore. Hein. Parce que le T1, le T1, je crois qu'ils ont fait moins 10 au T1. Bon, c'était anticipé, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Mais le T2 devrait être encore en baisse. Donc, ce n'est pas le T2 qui devrait. Ce qui peut rattraper, c'est peut-être lors du T2 dire ça va. On va avoir une reprise de la croissance sur le T3, T4. Ça peut aider. Mais ouais, c'est. Enfin, voilà, je vais laisser la parole à Tino, parce que Tino, par rapport à toi, on te renvoie la question. Donc, non, mais tu as raison. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est très juste, parce que tu as d'autres actions sur d'autres secteurs qui sont également en difficulté, malgré des valorisations qui apparaissent faibles, typiquement Edenred, mais quid du business? Ah bah oui, non, mais là, c'est encore à part, parce que Edenred, là, tu as oui, mais, non, mais je veux dire, bon, malgré tout, ça apparaît pas cher, encore une fois, ou du téléperformance, si on veut aller sur d'autres, mais pareil. Quid, voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as raison. Non, mais c'est exact. Non, mais c'est ça, c'est que, en fait, on sort d'années où tu avais pas mal de croissance, et c'est vrai que depuis 2-3 ans, tu as toutes ces sociétés qui sont un peu en difficulté, enfin, qui étaient sur des niveaux de croissance, enfin, qui étaient sur des niveaux d'activité, de chiffre d'affaires qui étaient élevés, qui étaient un peu anormaux, on va dire, comme Pernod Ricard, tout le monde a picolé après le Covid, etc. Mais après, et depuis, c'est le chiffre d'affaires glisse. Et tant qu'on n'aura pas au moins une stabilisation, ces titres-là, ils auront du mal à se redresser, quoi. Et puis le marché, il les sanctionne, hein, il ne fait pas semblant. Et puis il les sanctionne alors lourdement, mais surtout, moi, ce qui me marque, c'est qu'il les sanctionne pratiquement sans aucun rebond. Oui, encore une fois, Sodexo, Edenred, Téléperformance, etc. C'est des trucs comme ça, quoi. Tu ne peux même pas jouer des rebonds quasiment, quoi. Ah oui, mais tout à fait. Des mouvements extrêmes en 2025, hein, quand vous regardez, dans les deux sens, en fait. Extrême à la baisse et extrême à la hausse. Oui, mais tout à fait. Mais tu as l'impression que c'est un peu comme des flux, tu vois, ça réfléchit pas. C'est parce que Sodexo, là, ils ont publié, moi je la suis pas mal, Sodexo. Elle est pas mal, la publication, elle est pas mal. Ouais, elle est conforme aux attentes. Et le titre il a encore baissé. J'ai dit, putain, mais en fait, en plus, elle est même rassurante, on va dire, le titre a baissé. Donc, quand tu es là, c'est pas que ça sert à rien de se après, il y a un effet de mode aussi, David, certainement dans la psychologie des gens, au-delà des résultats, au-delà de l'analyse technique, il y a aussi un effet de mode. Puis là peut-être que les marges elles sont faibles, la restauration collective, ça fait pas ça, voilà, c'est pas très. Les gens ils veulent rêver, les gens, quand ils investissent en bourse. Ils veulent du Nvidia, ils veulent du machin. Le marché aussi, c'est là-bas, ils aiment rêver. Hein. Le marché, à chaque fois, c'est pour même si les fonds ne suivent pas forcément, ils veulent rêver. À chaque fois, c'est ce qui a fait monter les actions. Hein. Regarde, il est arrivé avec Nvidia, c'est pour ça qu'ils l'ont envoyé au ciel. Mais vous avez dû le remarquer, cette année, ça va également avec les mouvements extrêmes. Tu as des vendeurs sur certaines actions qui lâchent pas le morceau et qui sont là pendant des semaines et des semaines. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Aussi bien dans les deux sens, hein, comme là, par exemple, une action qui n'a rien à voir. Showroom privé qui a touché un plus bas à 0,35 il y a quelques semaines au mois de décembre, avec une vente massive de quasiment 1 million de titres. Et depuis, elle ne fait que remonter. Et pour moi, c'est le même acheteur à chaque fois. Il y a une personne qui n'arrête pas de repayer et qui l'a fait remonter à 0,80. Là, à la clôture, il a encore payé plus de 100 000 titres ce soir. Il ne fait que ça. Dans la dernière demi-heure, parce que en plus, c'est très souvent également sur 2025, ils balancent des ordres, ils leur font faire des mouvements de fou dans la dernière demi-heure. Et cette espèce de flux permanent, et tu as d'autres actions, par exemple, comme Mag, c'est pareil, tu as un vendeur depuis des semaines et des semaines qui n'arrête pas de bloquer l'action. Et tu as beaucoup d'actions comme ça, beaucoup de small, où tu as un mouvement un peu unidirectionnel avec un mec qui ne lâche pas l'affaire, soit à la vente, soit à la baisse. Et c'est un peu compliqué à gérer, hein, parce que showroom privé, c'est vraiment une hausse à pic, quoi. Tu te dis, le moment qu'elle va se retourner, ça va être compliqué. C'est vraiment un marché très spécifique en 2025. J'ai eu un peu de mal à comprendre les mouvements, tu vois, je m'en suis bien sorti quand même, mais des fois, la logique m'échappe. La logique m'échappe dans certains mouvements. Ouais. Je précise juste qu'au moment où on enregistre cette vidéo, on est mi-janvier, parce qu'il y aura peut-être un décalage au niveau de la diffusion. Mais toi, d'ailleurs, le mot, alors, pour résumer l'année 2025, Tino, alors
Eh ben, je vais te surprendre. Je vais vous surprendre. Les matières premières. Les marchés sur les matières premières, toi, Tino. Je vais dire cohérente. J'ai trouvé que le marché était, dans l'ensemble, cohérent. Évidemment, un marché cohérent reste un marché avec des etc. Mais quand on regarde, grosso modo, ce qu'il a fait, notamment avec l'analyse technique, franchement, il y a eu de la volatilité, oui, comme il y en a dans un peu tous les marchés, de toute manière. Chaque année, on a des moments où, effectivement. Mais je trouve que dans l'ensemble, il a été quand même plutôt cohérent. Il a bien respecté les niveaux, il a bien respecté les supports, les résistances. Voilà. Après, oui, il y a quelques exceptions, mais franchement, alors peut-être j'ai eu voilà, la réussite d'avoir à peu près les bons scénarios aussi, donc ça me met en avant ce mot-là. Voilà. Mais en général, tu sais, enfin, moi je pense que quand tu as un scénario juste ou des scénarios justes dans 70-80% du temps, c'est que c'est pas un marché inquiet. Là où tu commences à avoir des mauvais scénarios, c'est que c'est un marché qui part un peu dans tous les sens, qui panique, qui pète les supports. Tu vois, enfin, de toute façon, les crashs démarrent toujours, ou les gros excès baissiers et les marchés baissiers démarrent toujours quand tu casses des supports. À partir du moment où le marché, pour moi, respecte globalement les niveaux de support et de résistance, notamment sur les indices mondiaux, on a quand même affaire à des marchés haussiers, qu'on le veuille ou non, qui sont quand même très fermes. Par contre, oui, on a eu effectivement cet épisode en avril avec ce V-bottom, ce nouveau V-bottom, parce qu'il y a encore beaucoup de cash, il y a encore beaucoup de... Voilà, aujourd'hui, quand tu as du cash, tu vas pas investir, notamment en France, par exemple, surtout en France, tu vas pas investir dans l'immobilier, c'est très compliqué. Donc, quand tu as du cash, et les Français, je crois, n'ont jamais mis autant de cash, tu le mets en bourse, quoi. Donc, quand tu vois une baisse sur les marchés, tu te dis, bon, allez, on y va, quoi. Non, mais ce qui est clairement incroyablement ferme, les indices, hein, compte tenu de tout ce qui s'est Oui, passé, compte tenu oui, de l'activité. C'est ça, moi, qui m'a ouais. vraiment surpris, quoi. Malgré au moment où on se parle, des niveaux de valorisation qui sont élevés. Le price earning ratio sur le Nasdaq est à 32 ou 33, je crois, alors qu'historiquement, il est plutôt aux alentours des 22. Le S&P 500, on est à 24-25, alors qu'historiquement, on est à 16. Donc, on est quand même sur des marchés chers. Mais il ne faut pas oublier qu'en moyenne, le marché passe les trois quarts de son temps sur des valorisations au-dessus de sa moyenne. Trois quarts du temps, les marchés, notamment américains, sont au-dessus de leur moyenne de valorisation. Et Donc, voilà. tu as la croissance des bénéfices attendue parce que souvent, quand tu as des price earning ratios qui sont élevés, c'est que derrière, parfois, c'est qu'il y a une croissance des bénéfices qui est attendue en hausse. Donc là, ça permet de relativiser le PER élevé, quoi. Tu les as, Bien non? sûr, sauf que la question, et d'ailleurs, tu me fais sans le vouloir une transition sur une des questions que je voulais vous poser, c'était est-ce que pour vous, aujourd'hui, on a un marché qui price correctement la croissance à venir? Parce que tu l'as dit, si effectivement on a des PER sur le Nasdaq à 32-33, à la limite, pourquoi pas? Parce qu'il price en effet de la croissance très élevée dans les années à venir, on ne dit pas dans les 12 prochains mois, dans les 3, 4, 5 années à venir. Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il ne se trompe pas? Parce que, tu vois, par exemple, je vous montre ce graphique, après je vous laisse la parole, mais ce graphique, moi, je l'aime beaucoup. Hop, je vais le partager. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est quand tu compares, en fait, la création d'emplois aux États-Unis avec le graphique du S&P 500. D'accord? Tu as le graphique du S&P 500 ici en marron, et tu as ici la création des emplois. Et tu t'aperçois que ces deux graphiques sont finalement très corrélés. Sauf qu'ils se sont totalement décorrélés à partir du moment où est sorti ChatGPT. À partir du moment où l'IA est arrivée. Donc, ça veut dire, et ça on le sait déjà, que le marché aujourd'hui, la valorisation du marché aujourd'hui repose quasiment exclusivement sur la valorisation de l'IA dans les années à venir, actuelles et dans les années à venir. Et la question que je vous pose, et honnêtement, moi j'ai une réponse très partagée, et ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus, c'est est-ce que le marché se trompe ou pas? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, David, toi, là-dessus? Écoute, c'est déjà évident, hein. par rapport à l'économie américaine. Ce qu'on peut voir quand même en 2025, c'est que l'économie américaine elle a été portée par l'IA. C'est ça qui a représenté une grosse partie de la croissance du PIB, etc. Et à côté de ça, tu as eu toute l'industrie
qui elle a subi des désinvestissements. Donc ça explique. En fait là, c'est vrai que pour moi 2025, les secteurs comme l'industrie, c'est un peu les secteurs qui sont vachement sous pression aux États-Unis. Et par contre, ils sont un peu cachés par l'IA qui a tiré la croissance américaine, qui a tiré toutes les valeurs tech, etc. Donc, tu vois, le graphique, j'aurais dit sur 2025, si ça avait commencé en 2025, j'aurais dit, ça me paraît normal puisque l'IA, en fait, elle est en train de bouffer tous les investissements, tous les CAPEX, alors que à contrario de tous les autres secteurs. Par contre, c'est vrai que là, je suis surpris de voir ça depuis 2022. C'est ça qu'il y a une inversion depuis 2022. Ouais, c'est janvier 2022, je crois, que c'est arrivé. Il me semble. Après, il me semble. C'est passé aussi. Alors, ouais, parce que ce qui s'est passé, alors par rapport, là, c'est les. En fait, c'est ça, c'est que tu vois, c'est ce côté Wall Street vs Main Street. Pour moi, ça commençait vraiment en 2025. Ça commençait pas avant, avec justement le côté IA, avec tout ce qui était digital, numérique, les Nasdaq, et donc tous les gens qui travaillent là-dedans, qui eux se sont gavés, etc., avec les actions, avec la bourse, etc. Et tu as une autre partie de la population qui souffre aux États-Unis. D'ailleurs, c'est la population qui a élu Trump. Et toute cette population, donc, elle souffre parce que, parce que tous les secteurs de l'industrie, etc., sont en train de souffrir. Donc, c'est pour ça qu'il y a même une distension qui est en train de se créer aux États-Unis. Mais tu vois, cette distension, moi, je la voyais plutôt, le Wall Street vs Main Street, je la voyais plutôt en 2025, 2023. Oui, ça fait déjà 2-3 ans. Et puis surtout, parce que là, les indices, la création d'emplois, c'est dans la tech ou c'est tout Non, c'est tout confondu. Ouais. Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu le Covid. Tu as eu le Covid où tu as eu 2021, tu as eu de fortes hausses de la création d'emplois, tu as eu toutes les Google, etc., les Alphabet, ils ont recruté vachement de gens. Et depuis, ils ont licencié. Mais ça mérite réflexion. Et donc, par rapport à ta question, parce que là, finalement, c'est vrai que les États-Unis, c'est quand même. Les États-Unis, pour moi, la question, c'est les États-Unis. Tu as aussi l'Europe. Pour moi, l'Europe, là, honnêtement, les États-Unis, c'est vrai que ça paraît déconnecté, on va dire. Et du côté de l'Europe, moi, je trouve que c'est à peu près. C'est pareil qu'on parle de marché déconnecté. Si on prend le CAC 40, pour moi, le CAC 40, il va refléter un peu le niveau de la croissance mondiale, parce que le CAC 40, voilà, c'est l'exposition mondiale. Par contre, quand on prend les indices small cap, etc., eux, ils reflètent un peu l'économie française. Et là, c'est un peu plus compliqué, même si, justement, par rapport à ce que tu disais, Mika, je fais une petite parenthèse, c'est qu'effectivement, l'indice small cap, il fait plus 60 cette année. C'est Abivax. Mais en fait, sans Abivax, sans Exaltech, sans Nanobiotics, sans DBV, il fait plus que 10%. Ces 5 valeurs, en plus, elles ont été retirées en septembre. Et donc, finalement, on parle souvent du rebond de l'indice small cap. En fait, c'est un peu, c'est pas exactement la réalité, en fait, parce que tu as quand même tout un pan d'activité, tu as tout un pan d'économie française à travers les small caps qui ont de difficultés. Donc, tout ça pour venir, c'est une parenthèse. Donc, au niveau États-Unis, c'est vrai que ce graphe, il laisse quand même perplexe. Il laisse. C'est. Non, mais c'est pas forcément une réponse ferme, David, t'inquiète pas. Par contre, au niveau Europe, etc., je trouve que c'est. En fait, si on prend les indices européens, moi, je trouve qu'ils traduisent en fait, ils sont un peu en corrélation avec l'économie mondiale. La France, un peu plus compliqué avec les indices small cap, hors Abivax, etc. Donc, j'ai pas d'avis tranché. On peut penser quand même qu'aux États-Unis, quand même, quand tu vois, parce que je réfléchis à voix haute, là, aux États-Unis, tu as quand même eu de la croissance, tu as eu du 3%, je crois, sur le T3 aux États-Unis, donc tu as quand même de la croissance. Mais j'ai pas d'avis tranché. Il faudrait que je réfléchisse un peu plus d'ailleurs. Peut-être que. Moi, je pense que des avis tranchés, il y en a, mais qui a la vérité? C'est ça, oui, tout à fait. Parce que, avoir un avis tranché, on peut tous en avoir un. Par contre, détenir la vérité. Le graphe, tu vois, il me laisse. C'est là, je suis vachement étonné sur le graphe, quoi. Je te l'enverrai si tu veux, David. Et toi, mon Mika, tu en penses quoi? Moi, c'est clairement oui. Ça m'étonne. Pourquoi? Parce que déjà, la pondération, comme je vous dis, encore une fois, la hausse est due à quelques valeurs. Et puis, c'est juste comme moi, on fait de la bourse depuis 25 ans.
tout excès est corrigé. Et pour moi, on est clairement dans un excès et tôt ou tard, ils vont le corriger. Et en plus, je suis persuadé que les milliards qu'ils mettent en termes d'investissement ne sera pas rentabilisé au bout du compte. J'en suis persuadé parce qu'il y aura X demandes et je ne pense pas que les gens, en tout cas pas une grande partie des gens, vont payer pour de l'IA. Et puis surtout, encore une fois, là, ça y est, ils l'ont sorti le chiffre. C'était tellement évident. On en parle, nous, depuis plusieurs années. Est-ce que l'IA n'allait pas toucher l'emploi? Bah, évidemment que si. À chaque fois, j'entends la même connerie. Ça va générer des nouveaux emplois qui n'existaient pas avant, bla, 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 bla. C'est du pipeau. C'est du pipeau. À chaque fois, c'est des pertes d'emplois. J'ai été victime de ça. Pour les gens qui connaissent mon histoire, j'ai travaillé dans le numérique, dans la photographie. Le jour que le numérique est sorti en France, même partout dans le monde, il y avait 12 laboratoires de photographie Kodak qui développaient les photos et la même chose chez Fujifilm. Il n'y en avait même plus, je crois, il y en avait 24. J'ai travaillé pour les deux labos. Le premier à fermer, c'est Kodak parce qu'ils n'ont pas pris le virage du numérique et Fujifilm l'avait quand même pris. Mais ils ont fermé 5 ans plus tard. Ils ont fermé les 12 laboratoires parce que les gens ne développent plus leurs photos. Et pour l'IA, on a déjà les premiers chiffres aux États-Unis. Au mois de novembre, moins 150 000 emplois en moins à cause de l'IA. Au début, ça allait être bien. Maintenant, ils ont compris que ça allait être moins. Et puis, ça va empirer. Ça va empirer. Il y a énormément d'emplois qui vont disparaître avec l'IA. La question, c'est combien? Donc, en ce moment, le marché rêve, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, rêve avec l'IA, des milliards, hein. Mais au bout du compte, pour moi, c'est évident que ça sera la déception. Et lorsque le marché va en prendre compte, bah, ça va mal finir. Ça va mal finir. La question, c'est quand? C'est toujours la question. Le timing. Tu as raison, la pondération sur les indices américains, c'est vrai que ça fausse tout. Parce que Nvidia, c'est vrai qu'ils sortent de super résultats, etc. Mais c'est vrai que ça ne reflète pas l'économie américaine, quoi. Surtout, toi, tu vois, là, justement, le côté industrie où tu as les gens qui tirent la langue pour finir les fins de mois et tu as toute la tech, tous les gens autour de la tech qui, eux, voilà, s'en tirent très, très bien. Bah, de mémoire, c'est 10 sur le S&P 500, je crois que à vérifier, hein, mais de mémoire, je crois que c'est 10%, pardon, 10 entreprises du S&P 500 qui représentent 40% de la Ouais, voilà, c'est ça vraiment, c'est ça qui fait même plus, hein, c'était même plus, on passait les 50 largement. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, c'est cette pondération qui fait que les marchés sont déconnectés de l'économie. Enfin, ça, c'est pour moi, c'est un argument. Et je crois, alors j'ai pas vu les stats à la fin de l'année 2025, mais début décembre, c'était à peu près ça. Je crois qu'il y avait qu'un tiers des actions du S&P 500. Je crois qu'il n'y en avait qu'un tiers qui avait fait mieux que le S&P 500. Ah oui, mais en fait, pourquoi? Bah parce que c'est la politique de. C'est pour ça, en fait, quand j'étais vachement pessimiste en mars-avril, c'est que avec la politique de Trump, il a plombé les rentabilités de plein de sociétés, quoi. Avec les droits de douane, ah bah si, tu vois les chiffres, ils se sont vachement détériorés. Même Walmart avait même l'auto, ils ont passé plein de charges, etc. Donc il y a une. En fait, le bilan de Trump au niveau, c'est grâce à l'IA qui s'en tire plutôt bien. Mais sans l'IA, c'est catastrophique, en fait, au niveau des droits d'homme, au côté même au niveau inflationniste, parce que sa politique, elle était inflationniste. Le dollar a baissé. Donc ça, c'est bon pour les sociétés américaines qui exportent, mais celles qui importent, elles ont dû augmenter leur prix. Donc, encore l'inflation, elle a été encore à peu près maîtrisée. Mais c'est les Américains qui, de Trump, hein, de l'électorat de Trump, qui, eux, ont souffert. Tiens, tu m'amènes à deux questions. Ça m'intéresse d'avoir ton avis et vos avis. Tu penses que le dollar va continuer à baisser cette année? Alors là, franchement, je disais des trucs sur les devises. Alors déjà, les prévisions d'indices et tout. Oui, non, mais bien sûr. J'en ai aucune idée. Non, mais parce que quand je lis je te dis ça parce que quand je lis les expertises des économistes à droite et à gauche, ils sont quasiment tous unanimes sur le dollar, il va continuer de baisser. Ouais, bah. Moi, tout ce que je lis. Ça laisse penser qu'il pourrait peut-être se reprendre. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même un peu ça le consensus sur les devises. À chaque fois, quand l'euro était $1, tu avais la parité, on disait que l'euro allait s'écrouler. Et là, c'est vrai que depuis un an, on ne s'attendait pas du tout à ce que le dollar se baisse. En fait, ça fait suite aussi aux déclarations de Trump, hein, que le dollar, tout le monde a viré du dollar. Perte de confiance dans la monnaie, perte de confiance dans les États-Unis. Donc, c'est ça aussi qui a fait que tout le monde s'est débarrassé du dollar. Mais honnêtement, ça va dépendre en fait des annonces de Trump, parce que c'est quand même lui qui fait quand même bouger les lignes.
Là, franchement, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas d'avis. Mais est-ce que c'est pas quand même Trump qui fait tout pour que le dollar baisse aussi quand même? Parce que lui, il pousse Oui. pas pour ça. Lui, oui. Ouais, donc, Lui, oui. Oui, bah, il le dit. donc En fait. tant qu'il sera là, je pense qu'il va continuer dans cette optique. Hein. T'as vu aujourd'hui, Mais tu le il a maîtrises plus comme convoqué avant, le Powell, dollar. c'est ça, C'est plus si David? facile, hein. Comment? Il a Tu le convoqué maîtrises Powell plus comme aussi ou pas? J'ai vu des news avec Oui, Powell bah, aussi. voilà, mais oui, il a il y a une plainte, enfin une plainte comme quoi, en Oui, fait, une plainte, il a déposé, ils ont déposé une plainte. il se serait trompé sur l'estimation de nouveau la construction du siège de la Fed. Enfin, il veut, enfin, tu vois, il veut emmerder Powell, quoi. Il veut lui mettre la pression pour qu'il se barre plus rapidement. Donc, En plus, baisser les taux, je pense pas que ça serait une bonne chose quand même, parce que Powell quand même fait un bon boulot, moi je trouve. Il était plutôt indépendant, il s'est toujours bien démerdé quand même, tu trouves pas? Non, t'es pas d'accord? Clairement, c'est un exercice qui est loin d'être facile, et le mec, pour l'instant, pour moi, j'ai l'impression que c'est un sans faute, quoi. Et puis, bah lui, non, mais lui, en fait, il veut un moi, peu. je l'ai trouvé tardif. Je l'ai trouvé tardif, moi, Powell. Je l'ai trouvé trop prudent. Et c'est ce qui cause pour moi aujourd'hui la montée du taux de chômage aux États-Unis. Pour moi, c'est ça. Trop grande prudence vis-à-vis de l'inflation. La montée du quoi? J'ai pas compris. Du taux de chômage. Pour moi, c'est ça qui le cause. Il y a l'IA aussi peut-être, mais pour moi, c'est surtout ça. Et je pense qu'il a été trop prudent. Et je pense que pour le coup, sans vouloir défendre Trump, mais je pense que Trump avait raison parce que Trump a poussé, bon, lui, il voulait pousser, il pouvait mettre des taux négatifs, il le ferait. Mais oui, mais de toute façon, lui, c'est sa culture aussi, il faut comprendre le personnage. Mais moi, on vient justement à ma deuxième question, justement. Il y a deux questions. Après, on passera sur d'autres sujets que la macro, mais c'est intéressant parce que je voulais vraiment avoir votre avis là-dessus. Il y a le débat, bon, dollar, est-ce que ça va continuer de monter ou pas? Mais il y a un deuxième sujet qui là est peut-être moins technique et plus commun et surtout qui nous touche tous plus en tant que personne et consommateur du quotidien. Que pensez-vous de l'inflation? Est-ce que vous pensez que l'inflation va continuer de baisser dans les mois et les prochaines années à venir? Ou au contraire, comme beaucoup le prévoient aussi, on va avoir à nouveau un redécollage comme dans les années 70, je crois, un redécollage de l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Là, en France, alors c'est pareil, parce que c'est vrai que souvent, par rapport à tes questions, c'est vrai qu'on parle plus des États-Unis, pas trop de l'Europe, mais du côté de l'inflation en France, il n'y a plus d'inflation. En Europe non plus. Donc là, pour le coup, peut-être que là, il faudrait baisser les taux, là, pour le coup, parce qu'il n'y a pas de croissance et il n'y a pas d'inflation. Est-ce que ça va repartir? Ce qui se passe, c'est que la Chine, là, ils sont en train de nous déverser tous leurs produits. Donc ça a même un côté déflationniste. Honnêtement, en Europe, moi, je ne vois pas l'inflation repartir. Si je la vois, elle sera peut-être plus prégnante, plus présente aux États-Unis, mais en Europe, moi, je ne la vois pas repartir parce que même le pétrole, regarde, il est sur les $60. Non, moi, je ne la vois pas repartir en Europe. Hein. Mais c'est pareil, hein, c'est la macro. Toi, tu la vois repartir, toi pas du tout. Et justement, je trouve que Christine Lagarde, là, il devrait même baisser, il devrait retirer. Pour le coup, elle a retard, mais tu as vu ce qui s'est passé avec l'Allemande là qui voulait, qui a fait des déclarations il y a 3-4 semaines, qui en fait, qui pensait à se présenter. Oui. Et en fait, après, elle a même dit que il faudrait peut-être remonter les taux. Oui. Et après, les taux ont grimpé, en fait. C'est pour ça que tu avais tous les taux français, ils ont grimpé. Après, elle est revenue sur ça paraissait complètement improbable. Puis, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font à la Banque centrale, quoi? Finalement, ils sont revenus à la raison. Mais pour moi, là, ouais, ils devraient même. Donc, l'inflation en Europe, honnêtement, j'y crois à guerre. Je crois même, ça peut peut-être même être déflationniste. Et aux États-Unis, un peu plus quand même, un peu plus qu'en Europe. Mais ouais, voilà. Je suis complètement aligné avec. Et moi, je pense que D'ailleurs, c'est étonnant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Christine Lagarde, à la base, à l'origine, lors du pivot des banques centrales, c'était elle qui l'avait fait avant Powell. C'était la première fois de toute l'histoire où elle l'avait fait, bon, quelques mois avant seulement, mais elle l'avait fait quand même avant Powell. Alors que tout le temps, l'Europe suivait plutôt ce que faisait Powell. Il y avait une situation qui était différente, etc. On s'en souvient.
Et là, pour le coup, je trouve qu'elle s'est endormie, en fait, ces derniers mois. Et effectivement, tu as raison. Moi, pour moi, elle devrait continuer de baisser les taux parce que justement, là, tu as un problème de croissance. Et voilà, on se satisfait d'être à plus 0,3 de croissance. Et quand tu sais l'argent qu'on injecte encore malgré tout, tu te dis, purée, finalement. Donc voilà, pour moi, elle est en retard. Et toi, Mika, tu penses que ça va. Comment ça va faire l'inflation? Tu le sens plus mal, toi, peut-être, non? Oh oui, oui. Moi, je ne change pas mon sujet. Moi, pour moi, les prix vont baisser, c'est simple, parce que les résultats vont être dégueulasses. Les résultats vont être dégueulasses. Ça n'arrête pas de baisser d'année en année, et je pense que 2026, ça va être pire. Mais, Et mais, que donc, mais, bah, ils n'auront pas le choix. Il faudra baisser les prix, hein, parce que on le voit tous autour de nous. Tu n'as qu'à regarder à Noël. Ils ont beau dire que ça s'est bien passé. Non, quand tu vas voir dans les magasins, quand tu fais vraiment du réel, c'est factuel. Tu vois bien qu'il y a moins de monde. C'est tellement évident. S'il y a un trou de 10 milliards de TVA au niveau du budget de la France, c'est pas pour rien. C'est que la consommation s'est effondrée, c'est tout. Et moins de rentrée de TVA, c'est du basique. Il n'y a pas besoin d'avoir bac+5 pour comprendre ça. Et là, en 2026, je ne vois pas comment les résultats pourraient s'améliorer. Si on parle en plus typiquement en France, vu la politique qu'on a, vu les résultats, vu comment Oh, ça tu es se dur, passe, tu es dur. vu tout, c'est pas possible. C'est pas possible. mais- Alors, imagine en plus, on se maintient quand même grâce aux États-Unis, parce que même si aujourd'hui on suit beaucoup moins au niveau de la bourse qu'avant, parce que moi, bah, comme vous comme moi, hein, nous on était à une époque quand même si tu remontes ne serait-ce que 10 ans en arrière, les Américains prenaient 1%, on prenait 1%. C'était simple à l'époque, hein. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Le marché a totalement changé. Et il ne faut pas rêver. Si par contre les États-Unis tombent, on ne va pas rester. On va pas rester insensible, hein. On baissera peut-être moins parce qu'on a moins monté, mais non. on sera forcément impacté. On sera forcément Bah non, impacté. oui, mais c'est les boîtes, de toute façon, justement, non, mais quand tu dis que là, même les résultats des boîtes françaises qui sont exposées à la France, de toute façon, depuis 3 ans, c'est quand même pas bon. Bah Et là, non, c'est c'est vrai pas qu'il y a le bon. CAC 40 qui se tient bien parce que l'économie mondiale, mais comme tu dis, le jour où les indices, l'économie américaine se retourne, bah, tu as toutes les boîtes, bah, le luxe par exemple, qui vont voir leurs résultats se détériorer. Donc, il y aura le CAC D'ailleurs, regarde, 40. tu as vu les chiffres en Chine, tu vois. Le luxe, la semaine dernière, s'est retourné un peu à cause justement des mauvais chiffres qui étaient en Chine également. Oui, bah, Kering, il y avait MH, Dior, il y a, ouais, il y a aussi la Chine, et puis tu as la Chine non, je crois que c'est le Japon ou la Chine qui veut plus, qui veut plus que ses ressortissants aillent au Japon. Il y a un truc comme ça qui a fait que justement le luxe a été parce que ça chauffe entre le luxe entre le Japon et la Chine. Et ça Ouais. crée des tensions. Et je crois qu'il y en a un des deux pays qui a dit que non, il fallait plus aller dans l'autre pays. Et tout ça, bah, c'était du chiffre d'affaires au moins pour le luxe. En gros, c'est des raccourcis, mais c'est un peu comme ça que le marché a réagi. Donc oui, Mais moi, forcément, même si c'est vrai que je suis plutôt à la base, entre guillemets, père navire, mais regardez, là, le CAC 40 a fait un ATH, j'ai été prêt à payer le passage des 8000, c'était combien, 8230, hein, c'est ça. Il a passé d'un coup, donc j'ai même pas eu le temps de payer, mais aujourd'hui, on a eu un pullback, on n'a pas été à chercher la zone, mais il y aurait eu pullback sur la zone, j'aurais repayé parce que mon analyse graphique prime avant mon avis personnel. Oui, puis c'est Ouais. du court terme, pour le coup. C'est pas. On te dirait, est-ce Si tu que peux tu es garder prêt tes à potes. investir? Non, mais attends, Ouais, la vraie mais question. Soyons honnêtes, c'est sûr Michael. que Si je te dis, j'ai toujours attends, dit si aux je te gens, dis, tu mets tes sous là maintenant, tu mets tout ton portefeuille maintenant sur le CAC 40 pour les 3 prochaines années, tu le fais ou ah pas? bah là, certainement pas. Ah, voilà. Mais Voilà. rappelez-vous, même pour la semaine d'après, il ne ferait pas. non, mais au final, on n'est pas devin, les amis. J'ai toujours dit aux gens qu'un trade tout bête peut durer des semaines et des mois. Et je le redis également, pour moi, un trend, au final, un trend, une tendance, on peut dire ça comme ça, ne dure le maximum de la tendance, ça dure sur quelques mois. Il est rare les actions qui restent en tendance pendant des mois. Si vous prenez une année, l'action va monter pendant 3 mois, elle va rien foutre pendant la moitié de l'année et le reste du temps, elle sera baissière. Donc forcément, moi j'ai du mal avec cette notion de garder alors que mon capital ne travaille pas pendant ce temps-là, avec le risque en plus que l'action se retourne. Si je prends l'achat sur le CAC et s'il tient pendant des mois, tant mieux. Je vais le garder, hein, je ne vais pas le couper, hein. Mais franchement, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Donc, mais encore une fois, le graphique passe avant mon avis personnel. Même si je suis pessimiste pour l'avenir, la plupart la plupart de mes trades sont des achats. Ce sont des achats parce que 75% du temps, bah, en plus tu l'as dit tout à l'heure, Tino, déjà c'est surévalué, mais c'est aussi en achat. La plupart du temps, c'est de la hausse, 75%, même si c'est larvé ou 20, c'est haussier. Ce qui font mal, c'est les 25%.
où là, ça baisse en général très violemment et on prend très très cher. Un petit peu comme le 7 avril, même si par rapport à ce qu'on a connu, nous, on a connu bien pire, hein, souvenez-vous, hein, on a connu 2020, on a connu 2018, 2011. Là, les gens qui paniquaient déjà, je peux dire que non, nous, on a connu vraiment bien, bien pire. Hein. Le lendemain du Brexit, moins 12% sur le CAC. Quand vous avez une ouverture à moins 12% sur le CAC, c'est violent. Hein. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, tu as l'impression quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé la bourse dans les années 2020, ils ont l'impression que dès que ça baisse à moins 20, bah, c'est bon, c'est une opportunité. C'est vrai que. Alors que. C'est ce qui se passe, ouais. C'est vrai Pour le cas, ça leur a toujours donné raison jusqu'ici. Une espèce de complaisance, tu sais, par rapport à on n'a pas eu des crises financières, machin, mais c'est vrai qu'en 2011 ou 2008, où tu avais les banques qui étaient presque en faillite, enfin, qui étaient en faillite, tu avais les États, enfin, tu avais la Grèce qui était en faillite, ou 2008, tu avais les banques. Là, c'était quand même hyper chaud, quoi. Et là, c'est vrai que même les gens, ils ont oublié un petit peu ça. Mais bon, on aura d'autres crises, hein. Le plus tard possible, j'espère. On revient. Parce que le jour où ça ne va pas remonter, bah là, les gens vont se poser des questions. Et là, ça peut faire mal, par contre. Parce que remonter, le problème, c'est que ça peut mettre des années. C'est là où ils vont se poser des questions. C'est toujours la même chose. Quand ça commence, un marché qui baisse 3 mois, ça va. Un marché qui baisse 4 ans, c'est long, 4 ans. Ouais. Ah bah oui, mais vous marquerez, hein, sur les réseaux, dès que ça baisse, attends, moins 10, un indice qui perd à moins 10, bah, il fallait acheter, t'es con ou quoi? C'est presque l'évidence. Alors que, bon, c'est vrai que sur les dernières années, c'est vrai que c'est un scénario qui se vérifie que, bah oui, quand ça baisse, bon, bah Mais oui, il y a eu des années où ça a mis du temps à monter, ouais. En tout cas, attends, parce que par contre, on avait quand même le timing avec Tino, n'est-ce pas? En avril, on l'a dit sur le salon. Toi et moi, on l'a dit. Il faut payer tout ce qui est en excès baissier. Parce qu'on arrive quand même depuis le nombre d'années qu'on fait ça. Bah, moi, j'ai toujours acheté dans les capitulations. Et pour moi, c'était clairement une capitulation. La dernière, c'était au moment de la guerre en Ukraine. Il y a eu une capitulation. Tu l'avais aussi, Tino, le point. Moi, en fait, cette journée-là, j'ai démarré à moins 3000, je me rappelle, non, moins 9000. J'ai démarré à moins 9000. Bon, petite moins-value pour se mettre en jambe. Et j'ai fini à plus 3000. Mais au final, j'ai très mal géré cette journée-là. J'ai des gros regrets parce que vous la connaissez, la base. On essaye de payer en premier lieu les graphes qui étaient haussiers parce que ça seront les premiers à se reprendre. Et je me rappelle que tu avais du Excel Technologies. Tu avais du Enodia qui était sur des bons points. Tu avais plein d'actions sur des bons points qui étaient haussières avant. Et je n'ai pas payé ces actions-là, moi, en fait. Ce qui fait que j'ai merdé dans mon choix d'action. Et ça me fait penser aux gens qui étaient en 2020, qui attendaient le fameux, tu te rappelles, David, le vaccin. Il y avait des gens, parce qu'au final, c'est très malin, c'est le b.a.-ba, ils avaient préparé toute une liste d'actions à acheter dès l'instant que le vaccin allait sortir pour profiter de la hausse. Et il y en a qui ont très, très bien géré. Il fallait être préparé parce qu'en plus, ça va très vite. Moi, j'avais rien préparé, mais après, bon, là, les valeurs, après, ça va vite, quoi, dans l'industrie, tout ça, fallait. Mais ouais. Le 7 avril, rappelle-toi, David, on a ouvert en baisse et après, on s'est repris. On n'a plus retouché les prix. Il fallait être rapide. Non, c'est ça que je voulais dire par rapport. Non, mais de toute façon, c'est ça. Tu dis, oh ouais, j'ai merdé. T'as quand même pas tant merdé que ça, parce que regarde, tu pars de moins 9, tu finis à plus 3. Puis de toute façon, dans ce genre de marché, de toute façon, on fait forcément des conneries. Et déjà, le fait de finir déjà dans le vert, c'était déjà une belle performance. Hein. Moi, je me souviens pas ce que j'ai fait ce jour-là. Je pense que j'ai fini dans le rouge. Comment ? C'est pas le même horizon de temps, c'est pas pareil. Oui, mais tu regardes, tu peux préparer tes points en avance. Tu peux préparer tes points en avance parce que tu sais que c'est des bons points d'entrée si on y va. On avait préparé, mais on n'a préparé jamais assez. Même en préparant les points, je te dis, je me dis, mais attends, mais le mec, parce que quand même, l'économie, c'est des flux commerciaux qui sont fluides. Enfin, tu vois, c'est fluide. Et là, je me dis, mais le mec, il est en train de casser tout ça, quoi. Et je me disais, mais après, il est en train de casser l'économie. Et il y a quand même eu un temps de latence où même les boîtes, elles ne savaient plus trop si elles pouvaient importer des trucs. Donc moi, je voyais vraiment que je pensais que ça allait aller beaucoup plus bas. Hein. Mais d'ailleurs, il s'est quand même calmé à la suite des indices. Il s'est quand même calmé parce qu'il y a les mecs, les gouverneurs de la Fed qui ont commencé un peu à mettre un peu, parce que il était un peu barjot. Alors, non seulement il s'est calmé, les 100% de droits de douane et tout, mais mec. C'est Trump.
Ouais, Et au alors, il s'est final, calmé et en plus, il a donné le point bas. C'est-à-dire qu'en plus, il a dit c'est un bon moment d'acheter des Ouais. joueurs. Très bien, par contre. Alors, par contre, j'ai acheté là. Mais c'est vrai, mais oui, c'est dans l'après-midi, ça. Mais là, Oui, j'avais acheté, là. Oui, c'est vrai. Et au final, Oui, il a eu ce qu'il j'avais voulait. même tweeté le truc. J'ai tweeté le truc. J'étais bah, dans bien sûr, bien je m'en sûr, bien souviens sûr, très bien bien. sûr. Oui, 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 c'est il vrai. a été excellent trader, hein. Ah oui, mais Bon, oui. Obama avait fait pareil quelques années avant, hein. Ah ouais. Obama avait fait pareil quelques années avant. Oui, Obama, lors oui, de son oui, oui, premier oui. mandat, il avait fait la même chose à l'époque. Après, on D'ailleurs, aurait dû savoir qu'il allait faire marche arrière quand il pense après, parce que c'était tellement violent au niveau des indices, il ne pouvait pas se permettre de laisser tomber les indices trop bas. Et c'est sa manière de négocier depuis des années, on le sait Non, mais en il plus. cassait son économie, il cassait ses boîtes américaines qu'il allait importer. C'était ça aussi, le mec. il a fait un coup de bluff poker et il a obtenu malgré tout, in fine, ce qu'il voulait, qu'on le veuille ou Ouais. non. C'est tout. Même si ça ne nous fait pas plaisir, hein, à tous, c'est quand même la réalité. D'ailleurs, tiens, euh, notamment David, mais toi aussi, Mika, même si tu fais un peu, tu trades un peu tout. Il y a un secteur en particulier, David, cette année, toi là, que tu, surtout en ce début d'année là, que tu surveilles en particulier, que tu, voilà, tu aimes bien, bon, la défense, tout ça, mais est-ce qu'il y a un secteur que tu estimes un peu sous-coté et que tu te dis, tiens, à un moment donné, ça quand même, ça peut être un secteur qui peut. Bah, ouais, non, en fait, ouais, la défense, pour moi, ouais, la défense, bon, ça peut paraître un peu bateau comme réponse, mais la défense, je pense qu'il y a encore il y a eu un beau rebond, mais ça va, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas encore eu trop d'investissement en Europe, hein, même d'ailleurs, les sociétés, alors je pense à nos sociétés françaises, on l'a pu le voir, Amica, les small caps qui avaient bien rebondi dans le secteur de la défense. Elles ont sorti leurs résultats semestriels. Ah bah non, bah finalement, on a toujours pas de commandes qui sont arrivées. Ouais, bah Après ouais. de ça, ils ont dit, ah bah non, Ouais, finalement, ouais. le Il n'y secteur en a de pas la... beaucoup qu'on en profité réellement dans leurs résultats Non, quand tu non, non, regardes. c'est vrai. Non, non, il n'y en a pas tant que ça. Donc, mais ça va, je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. Donc, la défense, je pense Mais qu'en est-ce qu'ils en ont vraiment les moyens, David, aussi? Est-ce qu'ils vont bah, c'est vraiment ça le le faire? problème. Bah, quand même, avec le Tu sais qu'il Cornu, se là, passe autre lui, il est quand chose. même. Bah, le Cornu, il a quand même, il veut augmenter, même d'ailleurs, ça avait été voté là, dans le je sais pas quel vote, enfin, ça avait été voté, il voulait vraiment augmenter le budget de la défense. Donc, non, le budget de la défense, on n'a pas beaucoup de moyens, mais il sera quand même augmenté. Non, mais l'Allemagne, eux, ils ont plein de moyens. Donc, la, la France les sociétés françaises vont bénéficier du plan allemand de réarme, etc. Mais ce que je veux dire, ouais, après, là, par rapport au secteur, là, il y a un truc qui me vient, c'est le secteur de la construction. Euh, je parle au niveau français, parce que là, le secteur, bon, depuis le Covid, enfin, depuis la guerre en Ukraine, forte inflation, tout ça, tout le secteur a été à la ramasse. Après, tu as eu des baisses de permis, tu as eu plein d'acteurs en difficulté. Et on peut le voir, par exemple, avec Exaome. Exaome, donc, c'est le leader de la construction de la maison individuelle en France. Eux, ils se sont renforcés, ça grossit. Donc, eux, ils prévoient donc une année 2026 en hausse. Et donc, hausse parce qu'on était on était tellement tombé bas au niveau de la construction de maisons que Exaome voit donc une reprise de l'immobilier. D'ailleurs, ils l'ont dit, hein, hausse de la marge, etc. Et donc, quand je parle d'Exaome, je pense qu'il y a tout ce secteur-là autour de Piscine des Joyaux, les piscines, les trucs de Samseux, tu sais, de négoce dans le bâtiment, tout ça. Enfin, vraiment, les petites sociétés françaises, Erige, toutes ces sociétés françaises, je pense qu'elles vont, parce que c'est pas qu'elles vont sortir des super résultats, c'est qu'elles sont tellement bas, un peu de croissance, ça va permettre à ces sociétés de se reprendre. Voilà, c'est le secteur des petites sociétés autour de la construction, quoi. Donc, Erich, Samseux, alors je ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre, mais déjà, France, aussi peut-être Nexity, bon, c'est un peu compliqué. Toi, Kaufmann Broad. Ouais. J'allais t'en parler, Nexity, la présidente de Nexity. Mais Kaufmann Broad, tu vois, constructeur d'immeubles, Bassac, en fait, toi, tu as quoi? Tu as une dizaine de sociétés. Je pense que ces sociétés-là devraient bien s'en tirer. La santé, je pense que ça peut aussi performer. La santé avec les Ipsen, même un peu, peut-être encore la biotech. Faut peut-être plus aller aux États-Unis pour la santé. Après, le pétrole. Les matières premières, tout ce qui est lié aux matières premières quand même, bon, on peut le voir là, Eramet, là, s'en est bien tiré. Les trucs, les cycliques comme Jacquet Métal, comme tu es dans l'acier. En plus, là, Jacquet Métal, s'ils vont bénéficier il va y avoir donc des protectionnismes de l'acier à partir du deuxième semestre. Donc, Jacquet Métal devront en profiter. Imeris, toutes ces cycliques, en fait, voilà, des valeurs. Parce qu'on était tellement bas au niveau de l'activité, toutes ces valeurs devraient, moi, je pense,
un peu se reprendre, voir un peu leurs résultats se redresser. Donc voilà ce qui me vient. Tout ce qui est voilà, le nautisme, c'est encore compliqué. On voit que les katanas, tout ça, ils ont du mal. Hein. De toute façon, ils ont dû publier là ce soir. Donc voilà ce qui me vient là tout de suite là, l'informatique. Fontaine-Pajot, c'était pas si mal. Comment? Fontaine-Pajot. Ouais, mais le problème, c'est un peu, c'est les mêmes symptômes, enfin comme Sodexo ou comme en fait, c'est pas si mal. Tu as une bonne résistance de la rentabilité, mais le problème, c'est qu'ils disent 2026, année de transition. Donc, ça veut dire que 2026, ça va être un peu, ça va pas être terrible au niveau de la croissance. Ouais, donc, et le marché d'ailleurs n'a pas acheté, donc c'est pas cher, etc. Mais le marché voilà. C'est une belle société en plus, franchement. Ah ouais, non, mais c'est super. Moi, j'adore. Hein. C'est une société que j'ai même en portefeuille, mais le truc, c'est que pour le côté moyenné, justement, on en parlait avec Mika, le côté de moyenné, tu vois, j'ai des titres, j'ai pas envie d'acheter là maintenant parce que certes, c'est pas cher, mais ça peut durer encore longtemps. Faut qu'il y ait un retour de la croissance, quoi. Et pour l'instant, voilà, c'est pas encore le cas. Donc voilà, tout ce qui est autour de la construction, et puis les cimentiers, tu vois, les Vicat, machin, là, on le voit. Parce que j'ai des idées qui me viennent là. Parce que là, il y a quand même le plan allemand là de 1000 milliards. Là, qui a été voté l'année dernière, mais qui va produire ses effets, qui va commencer à être appliqué à partir du T3 2026. Et ça, donc l'Allemagne va repartir, la croissance de l'Allemagne va repartir, et tu as des boîtes françaises qui vont repartir, qui vont en bénéficier. Et Vicat, ils sont présents en Allemagne, par exemple. Jacquet Metals, ils font 38% de leur chiffre d'affaires en Allemagne. Donc, toi, tu as toute... l'Allemagne va repartir grâce à leur plan de réinvestissement de 1000 milliards et tu as plein de sociétés qui devront profiter, des sociétés françaises et aussi, bien sûr, les sociétés allemandes. Donc, l'Allemagne aussi, à regarder. Moi, je regarde beaucoup l'Allemagne. Notamment le SDAX, le MDAX. Ouais, il y a plein de valeurs. De petites et de moyennes capitalisations. Valeurs. Donc, voilà. Tout ce qui est lié à l'Allemagne, la construction, la santé. Et puis, voilà. Et toi, Mika? Toi, toute opportunité, peu importe le secteur. Europlasma. Opportunité, Europlasma. Moi, en fait, si tu veux, je garde toujours mes bases de trader. Donc, en fait, je suis sur les secteurs à la mode, parce que forcément, c'est là qu'il y a du flux et c'est là qu'il y a des mouvements intéressants. Donc, forcément, je suis sur la défense et sur les biotech. Les biotech, ça a été un gros secteur, David, en 2025. On a du trade dessus. Grâce forcément à l'effet Abivax. Oui. Qui a beaucoup aidé. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on retrouve ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faudrait un petit plus au niveau des résultats pour redonner un peu espoir au marché. Et il y a une valeur, tu vois, je trouve, qui est typique en ce moment, qui reflète bien ça, parce qu'en fait, c'est tout le temps le mécanisme de base des marchés. C'est Rocktool. Tu connais, Rocktool, toi, David? Oui, là, quand ils ont leur valeur que j'ai suivie pendant des années en intraday. Elle était quand même. Moi, je pensais qu'elle allait faire faillite. Je ne sais pas ce que. Clairement. Moi aussi. Ah ouais. Elle était arrivée à 0,10, quelque chose comme ça. Donc, forcément, quand vous arrivez à 0,10, c'est qu'il y a un souci. Augmentation de capital, je ne sais plus qui c'est qui a injecté. Alors déjà, en plus, moi, j'ai vu l'info trop tard à 0,30, quelque chose comme ça, David. Donc déjà, ça a fait l'effet. Et derrière, news de contrat, je crois que de 8 millions d'euros, il me semble, David, de mémoire. C'est 3 ou 4, je ne sais plus. Peut-être. Je ne sais plus. C'est un gros. Ça représentait une grosse partie de leur chiffre d'affaires, quoi. Et du coup, l'action est remontée jusqu'à 0,79, quelque chose comme ça. Et vous voyez, je trouve que c'est l'effet typique du marché quand il reprend histoire sur une action qu'il avait oubliée. Et c'est exactement ce que tu dis. En fait, tout ce qui est construction, tout ça, des actions qui sont oubliées, qui sont à la ramasse. Si le marché revoit un espoir, il va y retourner fortement. Et Rocktool, je trouve que ça manifeste vraiment l'aspect psychologie du marché, quoi, en fait. Et puis aussi, c'est Rocktool s'est découvert, c'est secteur de la défense. Alors qu'avant, c'était plutôt dans l'aéronautique, machin, ou voilà. Et là, c'est un contrat qu'ils ont décroché dans la défense. Donc maintenant, en fait, c'est ça que marché aussi. Il a vu un gros contrat, et puis en plus qui couvrait. Il avait l'investisseur asiatique qui sauve la boîte. Après, il signe un gros contrat dans la défense, et puis ils disent en plus, on aura peut-être d'autres contrats. Et donc, tu as même
une société qui va peut-être dans 2-3 ans, elle sera peut-être à 2 euros, quoi. C'est fou, hein, quand même, quand tu y penses. Faut quand même voir un peu la rentabilité parce que mais là, déjà, ils ont signé un super contrat, quoi. Après, est-ce qu'ils vont arriver à l'exécuter, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, le titre, moi, j'ai pas mal tradé, la Rocktool. Moi aussi, ouais. Alors qu'avant, il y avait quasiment plus de volume. Hein. L'action était morte. Hein. C'était hallucinant quand même. Mais je trouve que ça représente bien la symbolique, enfin la psychologie des marchés. Et depuis, moi, je la suis quasiment tous les jours parce que il y a quand même pas mal de volume chaque jour dessus. Et elle est intéressante en termes de trading intraday. Et la petite histoire, en même temps, les amis, retenez ça. Quand vous avez une action qui est, par exemple, à 0,10 et vous avez une augmentation de capital à 0,30, dès l'instant que vous avez une augmentation de capital à un prix bien supérieur, normalement, c'est achat systématique. Hein. Le marché réagit forcément positivement parce que là, ce n'est pas de la dilution. Ils se disent, ils ont un raisonnement simple. Hein. Il y a un investisseur qui est d'accord de payer beaucoup plus cher que le prix actuel. Donc, normalement, pour eux, c'est un signe positif. Hein. Donc, dès l'instant que vous avez ça, il faut y aller. Et moi, je n'ai même pas vu la news, hein, David. J'étais vert. Je l'ai vu que quelques heures après. Je dis, c'est pas possible. Et même pour compléter ce que tu dis, on peut même dire que effectivement, donc quand tu as une augmentation de capital à un prix plus élevé, il faut y aller. Et en plus là, tout le monde croyait qu'elle allait faire faillite. Donc même à la limite, le fait qu'elle était à 0,10 et qu'elle lance une augmentation de capital avec quelqu'un qui participe, ça veut dire que la boîte elle est au moins sauvée à court terme. Et ça, rien que ça peut même faire rebondir le titre. Alors en plus, effectivement, quand tu as le cours de l'ACA, de l'augmentation de capital qui est encore plus haut, alors là, mais c'est pareil, moi, j'ai pas vu cette news. Moi, j'ai vu que la news sur le contrat, d'ailleurs, que j'avais et en plus, le jour de l'annonce de l'augmentation de capital, elle n'a quasiment pas ouvert en hausse, ou très légèrement. C'était hallucinant. Hein. Il y avait quand même, on est à 200% en termes de prix, et je crois qu'elle a ouvert à plus 5, 20%. plus 20%. Mais justement, j'ai le graphe sous les yeux, là. Ouais, c'est exact. Donc, tu vois, c'était encore un bon prix. Hein, elle a combien la carte Pardon? Elle a combien? À 0,29, je crois, il me semble, un truc comme ça. Là, en ce moment? Non, l'augmentation de capital est 0,25. Elle est à 0,32, 0,29, quelque chose comme ça. Elle est tout autour des 0,3. 0,25, je suis dessus, là, 0,25. 0,25. Et quand ils ont sorti la news, elle était en dessous de 0,10, je crois, Rocktool, c'est ça. Ouais, pas en termes de prix. Donc forcément, le marché s'est jeté dessus. Hein, il a tilté et puis non seulement ils ont rejoint le prix de l'ACA, et ils ont dépassé le prix de l'ACA. Donc bien, hein, le timing du gars qui est rentré. Hein. C'est bizarre quand même. Je sais pas le mec, il devait savoir qu'ils allaient signer. Non, mais le mec, il devait savoir qu'ils étaient en train de négocier un contrat et que s'il rentrait, il sauvait la boîte et en plus, il avait sa boîte décrochait un gros contrat, quoi. Donc, je pense que oui, il était au courant de... Joli coup en tout cas. Chapeau. Hein, il y a déjà une belle plus-value. Hein. Donc, mais voilà, encore une fois, je trouve que c'est des exemples intéressants et ça montre bien le mécanisme des marchés, en fait. Toujours, c'est un petit peu cette façon, le marché aime rêver et ça redonne espoir au marché, tout de suite, c'est radical. Et plus votre action est basse et oubliée, plus la réaction sera violente. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, ces actions à suivre. Et d'ailleurs, vous en pensez quoi, vous, du secteur auto, là, dans 2026? Vous voyez, oui, toi, c'était Tino, je crois que tu étais plutôt... ouais, mais aujourd'hui, il y a eu une mauvaise nouvelle, par contre. On me l'a envoyé, là, j'ai pas eu le temps, mais j'ai vu qu'il y avait une mauvaise nouvelle. D'ailleurs, les secteurs en 2026, c'est là où je trouve que c'est assez incroyable ce qui s'est passé, parce que le secteur auto était quand même à la ramasse, et tu as les équipementiers auto qui s'en sont super bien tirés, quoi. Oui. Ouvre une brèche dans les droits de douane. D'accord, faudrait que je regarde ça. Ils n'ont pas brillé apparemment de l'Europe encore. D'après ce qu'on m'a envoyé, apparemment ils n'ont pas brillé. Bref, pour te répondre, écoute, moi je trouve que je ne sais pas si on a fait le point bas sur le secteur auto de manière générale. Je préfère évidemment les équipementiers auto. Malgré tout, je trouve que mais bon, ils ont déjà bien rebondi, hein, mais c'est peut-être pas fini. Des valeurs comme Valeo, même Forvia, même OP Mobility, le graphe il est vraiment canon. Voilà, il y a tu les connais encore mieux que moi, notamment sur les small. J'aime beaucoup le graphe de Volkswagen en Allemagne, notamment. J'aime pas trop mal le graphe de Stellantis aussi, même s'il est un peu moins bon qu'il y a quelques semaines. Renault, malgré tout, même si c'est pas la marque du siècle, c'est pas si mal que ça. Bon, après, voilà. C'est pas cher, hein, Renault. Hein. C'est vrai que la marque. Elle était sur le bas du range en plus. Là, je l'ai payé et je me suis fait sortir, mais le point était intéressant. Je trouvais qu'elle était revenue sur le bas du range. Après, je suis pas convaincu qu'on ait fait le point bas, mais non, voilà, ça peut mettre du temps.
Et c'est vrai Donc, que ouais, pour le coup, Le problème dans tout ça, c'est que c'est entièrement politique pour moi sur le secteur auto. Ça ah oui, dépend et uniquement ouais, des c'est ça décisions qui me modèles. gêne, c'est ça. Parce que par contre, et si on prend les chiffres, les gars, parce que vous doutez bien, moi, en tant que passionné automobile, forcément, je suis les chiffres. Mm. C'est catastrophique, hein. Mais quand je dis catastrophique, je pèse mes mots. Stellantis, leur filiale italienne, faut remonter à 70 ans en arrière pour retrouver les mêmes chiffres de vente. 70 ans, hein. Ils ont fait leur pire, je crois qu'au niveau de l'Italie, ils ont fait, enfin des marques italiennes, ils ont fait les pires ventes depuis qu'ils n'ont jamais vu, quoi. Donc et c'est pareil à tous les niveaux. T'as, c'est Jaguar Rover. Rover, moins 40% sur le dernier trimestre, parce qu'il y a eu tout un tas Et, de problèmes. Enfin, c'est délirant. C'est du délire. écoute la news, hein. Non, mais c'est la Commission européenne a indiqué en début de semaine une voie permettant aux constructeurs chinois d'éviter les droits de douane supplémentaires introduits en 2024. C'est n'importe la vache. Parce Il faut le qu'en faire plus, quand même. Le collègue, il m'a envoyé, le collègue m'a envoyé. Parfois, on se demande si les dirigeants européens ne bossent pas pour les Chinois. t'as l'impression qu'ils veulent non, tuer mais notre C'est industrie. pour ça C'est quand même. qu'aujourd'hui, notamment, le non, secteur mais a. non, mais c'est comme ça me rappelle aussi la négociation de von der Leyen avec les Américains. C'est pareil, avec Trump, hein, c'est pareil. Hein, et je crois qu'ils Oui, ont eu ouais. moins 15, elle était contente. Elle a même pas, c'était bouclé en deux. Elle n'a même pas essayé de négocier, de se battre, alors qu'il y a moyen, je pense que l'Europe avait moyen de peser, parce que c'est quand même une grosse puissance économique. Ah bah non, ça a été bouclé, puis ils étaient même contents. Ils étaient même contents. Ah oui, Oui, sur la c'est vrai. photo, elle C'était la 15. mère Donald, elle était contente. Ils étaient à moins 25 et je crois qu'on est redescendu à 10 ou 15. À 15, c'est ça, David. Ouais. Mais Euh, non, le secteur auto, je sais pas, mais ils n'ont pas l'air de tilter. L'usine de Fiat, par exemple, en Italie, elle tourne au ralenti. Enfin, la plupart du temps, elle est au chômage partiel. Je crois qu'il y a une personne sur deux en Italie qui bosse pour l'automobile qui est au chômage partiel. C'est totalement délirant. Et les mecs, ils ne font rien. Ils ne tiltent pas. Et en plus, aller sur le marché de l'électrique, je suis une petite aparté, mais c'est une idiotie totale. Les Chinois sont imbattables sur C'est un l'électrique. cadeau. Non, mais c'est un cadeau, ça. Parce que Ça ne sert à rien. En plus, tu as vu tous les problèmes qu'on a. La Renault 5 qui se vendait bien, problème électrique. Et puis les gens se sont aperçus qu'ils se sont fait avoir en l'achetant parce qu'ils n'avaient pas la bonne capacité de parce batterie. que c'était une Il y a Renault. tout un tas de problèmes. Il n'y a rien qui va. Et les mecs continuent à enfoncer l'automobile. mais Renault, 17 ouais, millions d'emplois en Europe, hein, l'automobile. 17 millions d'emplois. ah ouais, non, L'Allemagne qui était numéro 1, avec leur voiture premium, je comprends même pas. Ils ont commencé à tilter, mais ils ont attendu que maintenant. C'est une ils ont aberration tilté. totale. Et là, même là, les déclarations, là, je sais plus, là, c'est un petit assouplissement hein, qu'ils ont fait là, Oui, je sais plus, il y a c'est 3 que mois, dalle au 3 final. semaines. C'est que dalle. C'est Hein. des carburants intermédiaires, c'est ça, sous certaines Et conditions. vraiment, c'est symbolique, quoi, presque. Hein. Il y a vraiment un truc qui m'échappe, je sais pas. Ils veulent couler l'industrie automobile Non, européenne. mais Je sais c'est vrai pas. que si j'étais complotiste, c'est ce que je me dis. Mais attends, mais ça marche sur la tête, quoi. C'est souvent ce que je dis. Ou alors ils sont complètement, teubés ou les deux, enfin je sais pas. Beaucoup connectés. Non, mais moi aussi, hein, parce qu'en Non, mais il plus, y a des on lobbies, peut même pas aller sur le débat de l'écologie parce que il y a des chiffres il y a une étude qui est sortie dans les pays nordiques et ils n'ont pas compris pourquoi dans c'est notamment, je crois que c'est la Norvège ou la Suède, 95% de voitures électriques neuves et le taux d'émission de CO2. particules fines n'a pas baissé. Ils comprennent pas pourquoi. Et en fait, ils se sont aperçus que la voiture électrique polluait différemment que la voiture thermique, notamment au niveau des plaquettes de frein et des pneus parce que les voitures sont beaucoup trop lourdes. Donc au final, ça n'a même pas fait baisser dans les centres-villes qui sont pourtant très portés sur l'électrique, ça n'a même pas fait baisser au final la pollution. C'est une aberration. Mais t'inquiète pas qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Hein. On l'a pas vu beaucoup en France, l'étude. Non, ils continuent. Même le cycle de la voiture, construction de voiture, hein, c'est pas entre la batterie et la construction de la batterie. Bien sûr. Parce que maintenant, les voitures à essence, elles polluent quand même de moins en moins. Mais après, le truc, ce qu'on va te dire, c'est oui, mais en ville, alors c'est vrai, en ville, le fait qu'il y ait des voitures électriques, tu as moins la pollution, tu sens moins c'est vrai, c'est le seul. Bon. Ouais, mais tu vois, c'est qu'une impression, parce qu'avec des études chiffrées, ils sont aperçus que non, David. Ouais. Tu vois, donc c'est ça qui est dingue. Donc, je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais tu vois, ça donne pas envie d'acheter du secteur auto parce que
Là, il se pose carrément la question, pour certains constructeurs, il y en a qui vont se retrouver sur le carreau, c'est pas possible. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont également mis par rapport à la pollution, il y avait des accords à respecter qui ne devaient pas dépasser tant d'émissions par rapport à leur vente de voitures, le bonus-malus que l'Europe avait mis en place. S'ils avaient fait payer les amendes, pour Stellantis, c'était 500 millions d'euros d'amende, je crois. Oui. Pour Volkswagen, où c'était Stellantis qui était à 800 millions et Volkswagen qui était à 500 millions. Du coup, ils ont été obligés d'annuler parce qu'ils mettaient les constructeurs sur la paille. Ils mettaient les constructeurs sur la paille. C'est délirant. C'est des sociétés qui sont déjà en difficulté, qui ont déjà des problèmes, et puis en plus, tu leur remets un coup sur la tête au niveau des amendes. Ah non, mais c'était. C'est fou. Hein. Donc, ils ont fait un calcul sur 3 années, mais ça ne va rien changer parce qu'au final, c'est même pas eux qui décident, c'est les consommateurs. C'est les consommateurs qui décident d'acheter ou pas une voiture électrique. Donc, ils peuvent taper sur les constructeurs. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Eux, ils y sont pour rien. Hein. Moi, c'est quand même un truc hallucinant, le secteur automobile. Quand tu penses qu'on avait quand même un fleuron, les Français quand même se démerdaient bien avec leur marque, et les Allemands aussi, ils ont coulé. Je ne comprends pas. En France et en Allemagne. Ça donne pas envie d'acheter en tout cas. Tu vois, je voulais acheter du Stellantis ce soir, Pino. Non, mais Renault, quand je vois les news, j'avais pas envie. Non, mais Renault, c'est pas cher, mais effectivement, quand tu vois, c'est pas cher, mais de toute façon, déjà le graphe, tu vois bien que personne n'en veut, et puis que même s'ils arrivent à sortir des bons résultats, je suis même pas certain qu'il y aura des acheteurs, parce que c'est vraiment pas cher. Hein. Mais voilà, c'est un peu comme les autres valeurs dont on parlait tout à l'heure. Pour l'instant, hein, ça sert pas. Faudra voir les prochains résultats, mais j'ai des sérieux doutes quand même qu'il y a de l'amélioration sur les prochains résultats aussi. Hein. Donc, non, mais ça serait pas cher. Hein, bon. Pour te répondre, David, au niveau des secteurs moi, que je surveille, l'auto arrive plutôt en 3-4e. Premier, moi, ça reste utilities. Pour moi, ça a été le deuxième secteur l'année dernière après la banque, après le secteur financier. Pour moi, ça va continuer de progresser. Il y a des valeurs dans le CAC Utilities que je trouve très intéressantes, notamment de Richebourg, mais pas que. Séché aussi, tu connais bien. Voilà. Et la santé aux États-Unis aussi, je trouve que Novo Nordisk s'est revenu sur des niveaux quand même très intéressants. Ouais. Voilà, au bout d'un moment, et plus personne n'en parle. C'est toujours la même chose. Quand on était au plus haut, tout le monde en parlait. Sur Twitter, tous les jours, tu avais un Fred sur Novo, la pépite danoise. Et elle a perdu, je sais pas combien, 60-70% de sa valeur, plus personne n'en parle. Non, mais là, pour moi, le game changer sur Novo Nordisk, que là, c'est leur traitement anti-obésité par voie orale. Là, ça change tout quand même. Hein. Et là, donc j'ai vu, ils ont même fait de la com, je crois, aujourd'hui, comme quoi il y avait une grosse attente, parce que tu avais même des gens qui aiment pas trop se faire piquer et qui justement qui vont peut-être franchir le pas pour des traitements anti-obésité. Donc là, ça change quelque chose, là, leur traitement. Le traitement. Et puis c'est vrai que quand tu as dit la banque, parce que c'est vrai que la banque, c'est un secteur, personne n'en voulait, alors que c'était value en Europe, en France. Secteur numéro 1 l'année dernière. Hein. Ouais, et même ça peut peut-être encore bien performer encore en 2025 parce que c'est pas très cher. Hein. Je regardais encore les ratios. C'est correct. Alors sur les ratios eux-mêmes, c'est correct. Mais après sur la moyenne historique, on revient quand même sur des niveaux qui sont quand même pas mal. Quoi. Mais par rapport un gros parcours de toutes les caisses régionales, hein, tu as vu, parce que toutes les caisses régionales du Crédit Agricole sont cotées. Et ils ont fait un gros parcours en 2025. Parce qu'elles décotaient vachement sur leur fonds propres. Non, mais ça, c'était des titres value complètement oubliés par le marché. Et elles décotaient par rapport à leur fonds propre de, je sais pas, peut-être 70-80%. Et c'est vrai que là, longtemps, ça, David, le marché se réveille maintenant, ça fait longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. Ah oui, je suis d'accord, ça fait très longtemps. Mais là, ça fait que depuis cette année, ça s'est réveillé seulement. Comme la banque, ils ont suivi le rebond des grosses banques. Ouais. Ok, donc voilà, pour grosso modo les secteurs hein, potentiellement. Et du coup, j'en viens un peu aux questions un petit peu des convictions. Hein, on va pas sortir des listings de titres, mais est-ce que vous avez une action en particulier que vous dites tiens celle-là cette année, en tout cas sur ce début d'année, elle peut performer. Est-ce que vous avez des idées? Mika, toi, c'est pareil. Je m'imagine que tu
n'as pas de conviction long terme, Non. mais Non, j'en ai il y a pas. pas, est-ce qu'il y a une action ou un actif? Ça, je ne t'ai jamais posé cette question, tu vois. Ben, je vais te la poser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une question ou un actif? Je précise qu'on n'a pas travaillé les questions tous ensemble, on ne s'est pas concerté. Est-ce qu'il y a une question ou un actif où là, maintenant, au moment où on se parle, tu te dirais, ça, je pourrais l'acheter pour du moyen long terme? Tu vois, un ETF, une action, une crypto, une matière première, un métaux précieux, un métal précieux. Titre Non. Victoria Secret, peut-être, non? Ah oui, Non. c'est Non, une non, non. sur Victoria's Secret derrière moi, mais pas lui apparemment. Non. Aucune Tino. Rien? Là, tu vois, même Même si pas je devais d'une acheter planète, même pas d'une planète. non, rien du tout, rien du tout. Et même si aujourd'hui, tu vois ce que j'attends, parce que je l'ai toujours dit, pour moi, les baisses de marché sont une opportunité. Mais attention, il faut savoir les gérer. Le jour où que c'est pas que je l'espère, mais si ça arrive, je vais payer en mode DCA. Mais je vais payer jusqu'à temps, même s'il va jusqu'à 2500, j'exagère, hein, mais je paierai jusqu'à 2500. Parce qu'encore une fois, si ça ne remonte pas, c'est qu'il y aura un gros problème. Vraiment un gros problème. Encore une fois, on en revient aux gens qui ont payé en 2008, les gens qui ont payé dans le crack de 2020, ainsi de suite. Je rappelle que c'est pas si simple, hein. Quand vous avez tout autour de vous entendez partout, c'est la fin du système, c'est la fin de tout. C'est pas si évident que ça de payer, hein. Enfin, si on a quand même une peur, c'est normal, c'est légitime. A posteriori, Mais c'est facile. ouais, mais si ça arrive, je le ferai comme ça en mode DCA. Parce que pour moi, ça serait une opportunité. Et les gens qui ont payé en 2008, moi j'ai toujours ces petites histoires. Les gens qui avaient investi, alors c'est quand même déjà une belle somme quand même, mais les gens qui avaient payé 65 000 euros en 2008 sur des valeurs US qui donnaient des dividendes, quelques années après, étaient millionnaires, sans rien faire. Sans rien faire. Et ils payaient uniquement des actions à dividendes, pas de préférence, hein. Ils prenaient toutes les actions qui versaient des dividendes. Et je crois en plus, c'était même pas des grosses sommes. La personne avait pris comme exemple si elle mettait 600 euros sur chaque valeur qui versait des dividendes. Alors par contre, il y avait un portefeuille très diversifié. Mais quelques années après, il était millionnaire. Et on en revient toujours à la même chose, hein. Nous, on les voit quand même quand il y a des opportunités, quand ça baisse réellement. Enfin, on voit les capitulations. En 2008-2009, il y en a eu. En 2020, il y en a eu. En 2011, il y en a eu. On les voit toujours, ça fond, parce que c'est toujours le même mécanisme. Et c'est là qu'il faut y aller. Et au final, depuis que j'ai monté, entre guillemets, mon niveau, je vais dire ça comme ça, ben, j'en ai eu deux, mais j'ai ce mode de fonctionnement, je l'ai depuis pas très longtemps, au final. Même en mars 2020, je l'avais pas. En mars 2020, je faisais que des allers-retours. Je n'avais pas cette méthode où j'explique sur le salon MTT, où il faut garder des reliquats, parce que c'est ce qui fait exploser la PV, etc., etc. Ça permet de travailler le pouls. Je n'avais pas cette façon de faire. Avec le temps, on améliore, hein, et on voit les choses différemment. Donc aujourd'hui, j'attends. J'attends cette baisse, mais pour l'instant, elle ne vient pas. Les indices sont solides. Les indices, hein, je précise, pas le marché. Et toi, à mon avis, tu as une. C'était quoi c'était la question, c'était Ouais, par la rapport question, aux valeurs. Ouais, si tu avais une valeur là, à côté des biens pour 2026, que tu sors. Ah, mais bien, ça ne veut pas dire que tu vas l'acheter, faire all-in, etc. Mais une valeur, tu te dis, ouais, celle-là, je pense qu'elle peut quand même sortir la. Franchement, je sais Franchement, pas, non. une valeur, j'ai du mal à identifier une valeur, en fait, là. Non, mais il y a si tu veux, il y a plein de valeurs, mais il n'y en a pas une qui sort du lot. Tu n'en C'est as pas ça, une qui sort du lot, ouais. non, ouais, il n'y en a pas une qui sort de l'eau. Bon, j'en ai cité tout à l'heure quelques-unes. Oui. Bah ouais, des valeurs. Bah oui, comme tu disais, les utilities comme Sèche Environnement, ça me paraît bien. Je trouve que la société, je trouve qu'elle a un peu excessivement baissé. Mais après, il y en a, ouais, c'est plus par rapport à des secteurs ou par rapport. Je trouve que, ouais, bah, on avait fait là, une petite présentation d'Alten. Je pense que Alten, c'est pas encore gagné, je pense, mais s'ils arrivent un peu à stabiliser leur croissance et après, ça peut faire quelque chose de pas mal du tout. Il n'y a pas de titre qui sort du lot, là, de trucs évidents, non, moi, je suis plus en ce moment là, par exemple, sur Abivax, mais bon, ça c'est plutôt sur des unités de temps très courtes. Mais non, j'ai pas j'ai pas de valeur là qui me viennent à l'esprit, enfin des choix évidents, non, il y en a pas. On en saura plus avec les euh, premiers résultats, David, de toute façon. On en saura tous plus avec les premiers résultats qui vont arriver déjà. Oui, bah c'est ça, c'est pour ça, c'est vrai que c'est ça que j'attends en fait, les perspectives, les résultats, les perspectives, ouais. Et du coup, tu es plutôt pessimiste ou optimiste pour les prochains résultats, David?
moi, ça fait quand même longtemps que je suis pessimiste sur les résultats, mais à chaque fois, les résultats, je trouve qu'ils arrivent toujours quand même à surprendre agréablement, on va dire. Surtout pour les boîtes du CAC 40. Par contre, sur les small caps, non, sur les small caps, on voit que c'est pas bon depuis 3 ans, quoi. Donc, à un moment, ça va finir par aller mieux. Donc, c'est pour ça que je parlais du secteur de la construction. Je parlais, toi, Exaum. Exaum, ils sont sur un plus haut de je ne sais pas combien de temps. Mais sur peut-être Jacquet Metals, tu vois, ça me vient, tu vois, là, je repense à la Jacquet Metals parce que Jacquet Metals, c'est pas très cher. Ouais, c'est peut-être une des valeurs parce que donc, tu as un excellent management, c'est pas très cher. Enfin, c'est pas très cher. Les résultats 2025 quand même en forte baisse, mais ils ont un stock d'acier qui couvre la capitalisation boursière. Mais c'est surtout, c'est que si on a l'économie allemande qui repart comme prévu, Elle en profitera. eh bien, ils devraient en profiter. Ils sont vachement exposés à l'Allemagne. Si on a même une activité française qui frémit un petit peu, ce qui n'est pas impossible parce que finalement, on voit que ça résiste pas si mal finalement l'économie française au niveau de la croissance, machin. Bon, ça reste bon. C'est vrai qu'il ne faut pas allumer la télé parce que c'est voir les politiciens parce que c'est à pleurer. Mais Jacquet Metals ou même Imerys. Imerys, j'en ai parlé aussi. Elle est pas mal la config. D'ailleurs, c'est pas très cher, quoi. Il suffirait. Le PDG, il a acheté le point bas, ce coquin. Qui, pardon? Le PDG ou le. Ah ouais. Oui, il a acheté le point bas. Il a acheté le point bas d'Imerys. Ouais, mais toi, voilà, je cite plein de titres parce que j'ai pas de conviction très très forte, mais bon, voilà, après, voilà, je suis exposé sur pas mal de titres, donc c'est ça qui fait que, voilà, j'ai quelques valeurs là qui me viennent à l'esprit. Ok. Ouais. Non, mais ça me va très bien comme réponse. J'ai 3 dernières questions. On a déjà fait une heure, un peu plus d'une heure. Donc, première question que j'aimerais vous poser, c'est selon vous, quel est le plus gros risque, pas dit que c'est celui qui va arriver, hein, mais pour vous, le plus gros risque pour les marchés cette année? Le plus gros risque macro, quel est le plus gros risque qui pourrait, le signe noir, qui pourrait vraiment déplaire au marché? Mika, t'en penses quoi? Moi, je pousse mon chat. Il va répondre à la question. Mais il peut répondre lui aussi. On est preneur de tout. C'est ChatGPT. Alors, il peut répondre à tout, je vous le dis. J'ai déjà dit tout à l'heure. Pour moi, la déception au niveau des US sur les résultats par rapport à l'IA. Je pense qu'à un moment, je ne vois pas comment Nvidia peut quand même tenir la croissance qu'ils ont en ce moment. Et même si à un moment, elle continue à être bonne, j'ai peur que le marché soit déçu. Je pense qu'à un moment ou un autre, ça va finir par arriver. Et là, c'est toujours la même chose. Si le marché en prend conscience, il risque de mal réagir. Tant qu'il a confiance, ça va. Dès l'instant qu'il perd confiance, c'est là que ça ne va plus. C'est toujours ce qui fait les baisses. Regarde, le 7 avril, il a perdu confiance. Derrière, Trump a réussi à retourner la situation et à, entre guillemets, rassurer. Ce n'est pas les mots justes, mais c'est ce qui se passe. C'est toujours la même chose. Pourquoi le marché monte? C'est uniquement parce qu'il a confiance. Quelque part, les fondamentaux, c'est pour ça que je ne m'occupe pas trop des fondamentaux. C'est ce que pense et c'est la perception du marché. Dès l'instant qu'il a confiance, ça tient. Le jour qu'il perd confiance, et pour moi, c'est le risque en 2026. Et je pense que ça va arriver de toute façon. C'est ce que moi, je pense au crack en 2026, je vous le dis. Je vous le dis, je rigole parce que... C'est bien, parce que même s'il y a un crack, Mika, on pourra montrer cet extrait de vidéo. On pourra dire Michael Lambron l'avait dit le 12 janvier 2026. C'est rigolo, non, mais c'est vrai que Michael, je reconnais toujours son optimisme, c'est pour ça. toujours. Et toi, David, c'est quoi le risque? Mon David. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, après, mais Nvidia, bon, ils vont faire de la croissance, etc. Après, c'est toujours le danger sur les valeurs de croissance, c'est quand la croissance ralentit. Mais à la limite, c'est même pas trop Nvidia, moi, qui me dérange, parce que Nvidia, c'est quand même des super chiffres, c'est pas très cher quand tu regardes avec la croissance, tout ça, c'était pas si cher en fait, hein, ça délivre, etc. Même les Max 7, c'est pas si cher non plus, bon, hormis Tesla. Mais c'est plus à la limite toutes les autres. Moi, je trouve qu'ils sont chères. Tu as beaucoup de tech qui sont chères. Donc, c'est vrai qu'il y a ça. Moi, il y avait un truc, un signe noir. C'est notre gouvernement. Moi, ça quand même. Moi, tu vois, je trouve que ça. Je trouve qu'il y a il y a une complaisance. C'est vrai que la France, elle est quand même protégée par l'Europe au niveau, heureusement d'ailleurs, parce que je pense qu'au niveau des taux, nos taux à 10 ans, ils auraient explosé.
Mais j'ai toujours peur, tu vois, qu'il y ait un faux pas, un truc qui fait que les marchés perdent patience avec la France, perdent patience avec les taux, etc., qui fassent un peu flamber tout ça. Donc c'est ça qui me viendrait à l'esprit, toujours plus con au niveau des politiques. Donc peut-être qu'à un moment, ça va peut-être finir par se voir. J'ai vu qu'il y avait un article aujourd'hui là sur un journal anglais que je sais pas, il parle de merde, un truc vraiment hyper virulent. Alors bon, c'est les Anglais, ils n'aiment pas trop les Français, mais en fait, ils disent qu'on est vraiment des gros nazes, enfin au niveau de la politique, ce qui est vrai. Non, mais ce qui est vrai, et puis vraiment, mais ils y vont fort. Hein. Donc, mais après, c'est vrai que effectivement, non, mais là, c'est vrai que ce que tu dis aussi, Vika, là, pas tant Nvidia, mais c'est plus le reste, c'est le. De toute façon, tu l'as dit aussi, c'est le l'IA. Il y a eu beaucoup d'investissements. On voit que toutes les Max 7, effectivement, elles ont les moyens, elles génèrent beaucoup de cash, donc elles ont les moyens de faire de l'investissement, etc. On voit quand même qu'au niveau des amortissements, c'est un peu plus bancal que. À un moment, peut-être qu'on va se dire, alors peut-être pas en 2026, mais tout ça pour ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup comment cette IA va être rentabilisée, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements, mais pourquoi au final comment bénéficier de tous ces investissements? Il y a eu, je sais plus, des milliers de milliards dans les IA qui ont été investis. Donc après, l'espèce de cercle, avec OpenAI et tout ça, qui est un peu. Tu investis, je te prends 10% de ton capital, après toi tu m'achètes des trucs, tout ça. Et puis surtout, c'est certes l'IA, ça va changer les choses, etc. Mais est-ce que ça va les changer maintenant? Peut-être dans plusieurs années, un peu comme Internet. Donc c'est vrai que moi j'étais dans mon mode politique française, moi qui me je regarde souvent les taux, les taux à 10 ans, je vois quand je suis d'accord avec toi aussi sur ça, David. Moi je vois que des risques. Mais oui, mais les risques, rappelle-toi, les risques, regarde, sur Trade Republic, etc., on pensait même que, tu te rappelles, on avait parlé, on pensait que ça allait se péter la gueule avec le Covid, après 2020, même on avait fait des interviews, je crois, où en 2020, quand il y avait eu le Covid, après en septembre, on avait eu un gros rebond des indices, et puis on se disait, non, ça va se péter la gueule, finalement, peut-être avec le vaccin. Donc, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est. Je suis pessimiste, mais en même temps, je vois les résultats. Enfin, voilà, je suis toujours un peu. Mais tu vois la situation qui se dégrade. C'est ça aussi, David. Tu vois la situation qui se dégrade. À être bien. Tu vois, je vois des trucs un peu à droite à gauche. J'ai du mal à me faire une forte conviction pareil. Donc, il y a des risques. Il y a plein de risques. Regarde, en France, c'est quand même basique. Ils ont tendance à l'oublier au gouvernement. Ils empruntent chaque année sur les marchés financiers, emprunt record de 313 ou 330 milliards. C'est ça. Encore une fois, c'est toujours le même principe, c'est de la confiance. Le jour où le marché perd confiance dans la France, le taux à 10 ans explose et c'est terminé. C'est ça que je fais. C'est ça. C'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est ce qui s'est passé en Angleterre, c'est ce qui s'est passé dans tous les pays à ce moment-là. Mais c'est un des risques que j'évoquais, mais en même temps, là, avec la Grèce, la France, elle n'était pas dans l'euro, on aurait été attaqué depuis très longtemps. C'est l'Europe quand même qui fait que on est un peu sous cloche, tu sais. Mais à un moment, je me dis, on serait pas dans l'Europe, on serait clairement failli. Non, mais je me dis, moi, est-ce que les autres pays vont pas en avoir marre, en fait, de voir ce pays, la France, qui a un déficit de 150 milliards par an, tu vois c'est la BCE qui rachète notre dette en partie. Mais bon, à un moment, je me dis, tu vois, voilà, je me dis, ça peut pas durer, quoi. Tu as un déficit de 150 milliards, alors certes, tu as de l'épargne, mais. Le plus fou, moi, que je trouve par rapport à la France, c'est que tu as des députés qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, tout en faisant sur un budget, en faisant moins 5, en faisant un déficit de 5%. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors que la règle, c'est 3%. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur moins 5, en fait. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur moins 5. Non, mais le pire, c'est qu'ils disent. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur 5. Non, mais le pire, c'est qu'après, ils disent, ils sont contents quand ils disent, finalement, c'est bon, la Sécu, on s'est entendu sur le budget de la Sécu. Finalement, ça sera que moins 20, moins 25, quoi. Tu te dis, mais les mecs, c'est inquiétant, quoi. Passage une hausse de la CSG. À la limite, moi, tu me dirais, on vous taxe plus, on augmente les impôts, on augmente la flat tax, etc., etc. Mais en contrepartie, on met le budget à zéro. Tu te dirais, bon, tu vois, quelque part, tu te dirais, bon, au moins, on le fait, mais là, non, c'est même pas pour ça. On devrait avoir un budget pareil, quoi. Oui, non, mais ouais, on réduit un peu la croissance des pertes. En gros, c'est ça, quoi. Au lieu d'avoir une trajectoire vraiment catastrophique, et finalement, bon, on va faire un peu moins de déficit que prévu. Puis on est content. Mais mecs, en plus, ils sont satisfaits de leur connerie. Mais regardez quand même la question, parce qu'au pire, aux États-Unis, tu peux te dire après, il y aura un crack. Normalement, ça va se ressaisir derrière. Mais
la France, si on va vraiment au bout du truc, il se passe quoi après? Non, mais il se passe quoi? Parce que Oui, regarde, là, moi, regarde, je suis pas devin, mais je peux déjà te dire qu'en 2026, quand ils vont sortir la dette, ça sera pire. Parce que forcément, tout le monde, enfin, nous, on connaît tous l'effet d'affaires. Tu taxes de plus en plus, ainsi de suite. Donc, ils vont encore empirer le trou. Donc, ça va être une catastrophe à la fin de oui, l'année. moi, non, très Ils vont prévu. Ouais. faire comment? Ils vont faire comment? Parce qu'à chaque fois, leur seule idée, c'est d'augmenter. Ils vont augmenter quoi après? Il y a un Ouais. moment, ça ne fonctionne Bah, plus. après, tu as la théorie, Mika, aussi, de dire que, et moi, d'ailleurs, c'est un peu la mienne, hein, c'est de dire que peut-être que l'Europe va se retrouver véritablement au pied du mur, l'Europe et la France, et qu'à un moment donné, il y a quelqu'une qui va émerger de ça et qui va faire ce qui se passe dans beaucoup de pays, hein, dans le monde aujourd'hui, avec des gens qui émergent, des politiques qui émergent. Aujourd'hui, on n'en voit pas, je pense, ou peu, mais qui vont radicalement changer les choses et transformer notre manière de faire. Voilà. Peut-être que ça va être ça. Peut-être que c'est au pied du mur que la France va Ouais, réagir. Alors, je suis peut-être trop optimiste, certes, mais en tout cas, je pense que malgré tout, moi je suis pas un européiste, tu vois, je suis pas quelqu'un qui. Mais je suis ni anti ni pro-Europe. Hum, Moi je suis pro mon pays, donc si l'Europe peut apporter quelque chose à la France, c'est bien. Ce que je constate, ce qu'on constate tous, c'est que l'Europe, on le voit encore aujourd'hui avec le truc là sur l'automobile. Bon, c'est plutôt, on se tire plutôt une balle dans le pied. Donc, mais le hum, jour où tu as des gens qui font en sorte que l'Europe serve les pays qui la composent, ce sera peut-être différent, tu vois. Mm. L'Europe comme elle avait été imaginée au départ d'ailleurs. Mm. C'est juste que peut-être les mauvaises personnes ont été là aussi pour la construire, cette Europe. Tu vois. Mm. Et je me dis que pour la France, c'est peut-être pareil. Peut-être qu'il va émerger de tout ce bordel, pardon, va émerger quelqu'un qui va avoir une vision long terme, avec la volonté de remettre le travail au cœur des choses, la volonté de rémunérer le travail, la volonté voilà, de faire les choses différemment. Parce qu'il y a un truc tu peux faire ce que tu veux, il y a une problématique aujourd'hui dans notre pays, et ça, tous les chiffres le montrent, c'est que je ne dis pas que les Français ne sont pas travailleurs, moi je pense qu'au contraire, on est un peuple de gens travailleurs. Mais simplement, on ne rémunère pas et on ne récompense pas assez le travail. C'est tout, point. hum, Tant hum. que tu laisseras comme ça, tant que tu empêcheras les gens de gagner leur vie, tu ne créeras pas de la richesse. Mm. Donc il faudra quelqu'un, pour moi, pour sortir de là, il faudra quelqu'un de beaucoup plus libéral, ça c'est sûr. Ouais, Ça, c'est sûr. Mais tu veux pas te présenter, Tino? Mais tu veux pas te présenter? On vote pour Non, toi. non, 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 mais je pense pour qu'on en bien, arrive là, je pense que pour qu'on en arrive là, faudra vraiment qu'on soit au pied du mur et on n'y est pas encore en fait. Il faudrait que Est-ce on que y tu sera le jour où tu diras, durer longtemps encore? le jour Est-ce où, que tu crois que ça peut durer longtemps encore, David? Moi, je suis pas sûr, parce que là, je suis quand pas tu sûr vois non plus. l'état quand tu vois l'état du budget, tu vois? Au début, je pensais que ça pouvait tenir encore des années. Mais c'est comme Oui, tout, tu sais, c'est un peu comme une action, ça monte de manière et là, je trouve que ça s'accentue et ça empire de plus en plus rapidement. oui. Et je vois pas par quel, si la pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, je le dis même autour de moi, pour moi, si la situation ne s'arrange pas d'ici quelques années et je suis même plutôt court sur le délai, pour moi, il y a un moment, bah, écoute, je pense que les gens du FMI vont venir parce qu'on sera en faillite techniquement. Même si pour moi, on y après, est déjà, hein. Mais il y a parce Ça que sera la BCE, ça sera pas le. Parce que même on est trop gros pour le FMI. C'est la BCE, BCE, FMI, un truc, une espèce de troïka comme en Grèce, quoi. ouais, comme ils ont fait Ouais, et puis ouais, mais taillé c'est par pas quand même pareil, parce qu'en Grèce, il n'y avait pas d'épargne. Nous, il y a vachement d'épargne. Donc c'est ça qui fait que. Alors ouais, après, mais bien sûr. ils font quoi aujourd'hui, le gouvernement? Ils essaient de la prendre l'épargne, hein, David. Ah mais oui, mais voilà, non mais Mais voilà, le truc c'est qu'après il y a de l'épargne, mais c'est ça qui fait qu'on a un bilan à peu près. Mais que les effectivement, marchés nous font confiance, je pense que c'est si tu grâce à dis que ça. demain on va piquer l'épargne des gens, ça serait complètement tout ça parce que les mecs ont été incapables de diriger un pays, ça serait vraiment énervant, enfin ça serait scandaleux, machin. Donc ça serait pas, ça serait quand même aussi un crack. Hein. Tu tapes dans l'épargne, tu casses la confiance, donc c'est catastrophique quoi. Mais tu sauves ton pays. Mais Parce que bon, tous les pays en faillite prennent toujours sur l'épargne. Ça finit toujours comme ça. Si demain, voilà. regarde, ils te disent, on prend 10% à tout le monde parce que si on le fait pas, le pays coule. Est-ce que tu crois que les gens vont vraiment se rebeller et dire on n'est pas d'accord? Je suis même pas sûr. L'épargne d'aujourd'hui, elle augmente, elle continue d'augmenter, mais c'est beaucoup les retraités en fait. Hein. C'est 80% de l'épargne là d'aujourd'hui là qui est générée, c'est les retraités parce que eux, bah, c'est les actifs. Bon, on va pas faire
d'attaque entre générations. Non, Mais ce qui est factuel, c'est quand même que l'épargne, c'est qu'il n'y a que les retraités qui arrivent à épargner. Hein. C'est ça. Hein. Ben oui, parce que par rapport au niveau de vie, Oui, c'est ça. voilà. Puis surtout, ils dépensent peut-être pas assez. Au-delà de ça, au-delà du fait d'épargner, c'est qu'ils Non, mais claquent pas assez d'argent pour après, pouvoir faire. ce qui est normal, en fait, quand tu es plus vieux, tu dépenses moins. C'est vrai que quand tu dépenses, c'est quand tu es jeune, mais je pense que c'est valable pour tous les pays. Mais ouais, c'est que ouais, ils dépensent moins, mais ce qui est normal, en fait. Hein. Quand tu as 60 ans, 65 ans, bon, bah, tu vas voyager, mais tu vas moins. C'est une question de génération. Hein. Ils n'ont pas vécu Oui. les mêmes choses que nous et du coup, ils font beaucoup plus attention. Hein. Donc, c'est normal que tu regardes. Oui, après, ils ont eu la chance d'investir dans l'immobilier au meilleur moment. Ils ont eu aussi des années, voilà, des années plus faciles peut-être que notre génération et celle de nos enfants. Là, c'est pire. C'est Là, une évidence. Hein. Tu peux pour tourner les les jeunes. chiffres dans tous les sens, c'est une évidence. Hein. Ouais. Après, le problématique de la France, c'est un problème que certains autres pays voisins ont rencontré. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie. C'est un problème qu'ils ont résolu. Et même avec des politiques de gauche. Parce que quand on dit l'Espagne, par exemple, le modèle espagnol, ça marche puisque c'est un modèle de gauche. Je réponds que là, c'est la vérité. C'est un modèle socialiste, plutôt socialiste. Mais n'oublions pas que l'Espagne travaille 40 heures par semaine, part à la retraite 2 ans et demi plus tard que nous. Enfin bon, voilà, c'est un modèle de gauche, mais qui est plus à droite que le nôtre. Oui, largement. Donc c'est ça aussi qu'il faut dire. L'Italie, n'en parlons pas. L'Italie, Meloni, il y avait le RSA. Hein, il y avait le RSA quand elle est arrivée au pouvoir. Hein, Meloni, elle ne l'a pas réduit, elle ne l'a pas divisé par deux, elle l'a supprimé. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, c'est possible, mais il faut le courage politique. Quel est pour vous, je termine par les deux questions, et puis on clôturera cette émission qui a été très sympa. Quelle erreur, à votre avis, cette année, il faut absolument éviter en 2026 pour, s'il y avait un truc, attention de ne pas, cette année, attention de ne pas, 3 petits points. Eh ben moi, je dirais, je vais commencer. Allez, pour une fois, je commence. Je vais dire, attention de ne pas croire que parce qu'un dossier a baissé de 5%, 10%, 15%, ça devient tout de suite un dossier attractif. Parce que je pense qu'il y a certaines valorisations qu'on s'est habituées comme normales. Et je pense que des baisses de 5 ou 10 ou 15% ne seront pas suffisantes peut-être pour pouvoir être intéressantes. Du moins sur de l'investissement de long terme. Voilà, moi, ce que je dirais sur l'erreur à éviter. Non, c'est une bonne idée. Moi, je dirais, mais j'ai déjà dit plein de fois, Tino, hein, c'est une règle qu'on adore sur MTT. Attention à ne pas trop s'exposer, je vais dire ça comme ça, avant les résultats. Parce que quelqu'un qui est investisseur, forcément, et c'est compliqué pour lui de vendre. Mais moi, cette petite règle-là, si je n'avais pas appliqué, je ne serais pas avec vous aujourd'hui, j'en suis persuadé. Je serais quasiment ruiné au niveau de mon capital, c'est sûr et certain. Il y a eu tellement des réactions violentes post-résultat, mais des fois des trucs lunaires. Rappelez-vous, Worldline, quand elle est encore cotée au CAC 40, moins 50% après les résultats. On n'avait jamais vu des actions du CAC 40 faire du moins 50%. Alors, certes, quand tu es diversifié, mais quand tu te prends du Téléperformance, qui a morflé aussi, tu prends toutes ces actions-là, tu dis purée, mais parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, quand vous perdez trop, quand vous perdez un certain pourcentage du portefeuille, c'est quasiment impossible de le rattraper, à moins de prendre des risques de fou. Et en général, ça va empirer la situation parce que justement, vous allez prendre des risques. Dès l'instant que ce pourcentage-là est atteint, c'est fini. À moins d'avoir vraiment un coup de bol après, parce que les gens qui sont sur ces actions-là, ils sont collés. Ils sont collés pour un moment. Donc moi, je vais encore appliquer cette fameuse règle. Avant chaque résultat, tu vois, là, par exemple, je crois que c'est un Planète, c'est ce soir ou demain, je ne sais plus. Donc, un Planète, c'est une action que je traite pas mal parce que biotech, à la mode, blablabla. J'ai vendu ma position encore parce que je ne sais pas comment le marché va réagir, surtout qu'en plus, elle a monté avant. Donc, ils ont tendance forcément à vendre parce qu'ils sont un peu déçus. Mais je vais appliquer encore cette règle à la lettre. L'autre fois, j'avais UPRJ, c'est une action aussi que je traîne un peu. Tu dois connaître, hein, David. À la sortie d'un résultat, bim, moins 15, moins 15 ou moins 16. Allez, c'est pas possible. En plus, vous pouvez rien faire parce que même moi qui moyenne, ça ouvre directement à moins 16. Tu peux même pas payer parce qu'ils peuvent très bien aller faire du moins 15, du moins 20, moins 25, moins 30. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Donc, en fait, tu te retournes dans une situation qui n'est pas gérable.
au niveau psychologique et au niveau de ta taille en plus. Parce que si tu as déjà une taille importante, tu ne pourras même pas moyenner. Donc, je vais encore appliquer ça et je vais encore le rabâcher sur le 100 MTT. Parce que celle-là, je peux dire qu'elle fait vraiment économiser des milliers d'euros. Mais alors, pour les investisseurs, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris le nom de la valeur dont tu parlais. Le nom Hyperj. Hyperj. Ah oui, ouais, c'est les piles, là, les Hyperj, à chaque fois qu'elles sont les résultats, c'est déception. À chaque fois. Ouais, Et mais je me rappelle, ils avaient. Ouais, je me tu vois, souviens. mais au final, c'est pareil pour tout. Moi, l'autre fois, regarde, j'avais oublié une action qui était, tiens, c'est Aperam. Aperam, je l'ai donné sur le salon MTT. Forcément, Euronext Amsterdam, plus compliqué d'avoir l'agenda. Et sur les résultats le soir, je ne les avais pas vus. Réaction, moins 5%. Et en plus, ça a été vache parce qu'elle s'est ressaisie après. Mais à la base, je ne devais pas être exposé sur l'action. Tu vois, en plus, je l'aurais plutôt payé le lendemain parce qu'elle a été chercher un point intéressant. Mais moi, je me suis retrouvé en pause, je me prends le moins 5% en baisse lente. J'ai coupé. J'ai coupé parce qu'à la base, ce n'était pas prévu et je ne voulais pas jouer les résultats. Tu vois, donc, et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et encore, ils ont été gentils. Ça aurait pu être plus violent. Mais c'est usant. Et des fois, je me dis même qu'ils ont tendance à le faire de manière volontaire pour te faire sortir. Mais on en revient à ce que je veux dire. En fait, on est dans une situation qui n'est pas gérable de toute façon. Donc, autant prendre les devants. Donc là, la saison arrive, je vais liquider tout ce qui va publier, encore une fois. De toute façon, hein, on le fait, Tino, on donne l'agenda, et on a un agenda d'ailleurs pour les valeurs sur le MTT. Et moi, je le mets tous les jours sur le trend swing pour les valeurs qui vont publier pour la semaine, pour éviter que les gens soient exposés, ou qu'ils se préparent, ou qu'ils se protègent, ou qu'ils allègent un petit peu, parce que c'est toujours là. Et vu que je ne pense pas que les résultats vont être bons, après, je peux me tromper. Hein. C'est vraiment ce qui va nous donner la suite pour le CAC et ainsi de suite, pour la tendance. Mais voilà, pour moi, c'est une règle vraiment absolue. Du coup, David, toi, ouais. En fait, l'erreur absolument. Alors, moi, ce qui me vient, c'est un peu finalement, ça rejoint un peu ce que dit Mika, c'est un peu se préparer presque à tout, à ne pas avoir un scénario. Pour n'importe quel titre, je pense qu'il faut avoir plusieurs scénarios possibles. En fait, en gros, c'est même se préparer à tout pour n'importe quel titre au niveau des publications, etc. Donc, je ne sais pas comment on pourrait résumer Donc finalement, c'est une qualité parce que c'était la dernière question que j'allais vous adresser, parce que la dernière question, c'était quelle qualité j'avais noté indispensable pour 2026. Moi, j'allais répondre agilité, mais ça rejoint. C'est exactement ça. Je dirais 2026 ou même en général, je dirais même la résilience, quoi. De toute façon, en gros, c'est en général même, que ce soit 2026 ou tous les ans, la résilience, et puis se préparer à un peu souffrir, hein. Ça fait partie un peu de notre boulot, quoi. Moi, je vois par rapport à mes abonnés, c'est vrai qu'il y en a plein qui, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, on voit qu'ils souffrent. Et c'est pas forcément évident. Et voilà, une certaine résistance aux mauvaises nouvelles. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je verrai la qualité indispensable. Ouais. Alors, je ne sais pas si on aura vraiment que des mauvaises nouvelles en 2026, je ne suis pas pessimiste, mais en tous les cas, il faut se préparer à tout. Et comme tu dis, ce qui résume le mieux, c'est être agile. Être agile et ne pas croire un scénario. C'est pour ça que tout à l'heure, ça revient à la question que tu posais, quelle est la société dans laquelle tu crois, etc. Ah oui, bien sûr. Voilà, ça revient au même au final. Non, mais ça revient un peu au même au final. C'est que j'attends de voir et en fonction de ce que les sociétés vont nous réserver, c'est vrai qu'il y a des convictions qui vont vraiment se dégager, pas forcément sur un an, mais sur au moins 2-3 mois. Puis après, on verra, quoi. S'adapter, toujours pareil, savoir s'adapter au marché. Bon, Mika, la qualité pour toi, bien cuisiner, pour ta femme peut-être? Non, je dirais que c'est pas tant une qualité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Même moi, si je suis plutôt pessimiste, si le graphe me dit l'inverse, je vais suivre le graphe avant tout. Et du coup, aller contre son avis personnel, c'est quelque chose qui n'est pas évident au début quand même, parce que tu vas contre tes convictions. Mais c'est quelque chose aujourd'hui que j'ai appris à faire. Et si le graphe me dit l'inverse de ce que je pense, je suivrai le graphe, parce que le graphe, c'est le marché, et moi, je suis le marché bêtement. Voilà, je suis un mouton, quelque part. Je fais ce que me dit le marché. Donc, même si je reste quand même méfiant par rapport à ça, parce que les baisses sont toujours violentes, et elles arrivent toujours qu'on ne s'y attend pas. Et le marché a un déclic, vous l'avez vu le 7 avril,
Après, il y avait quand même une news, mais il réagit toujours très violemment à la baisse, beaucoup plus qu'à la hausse, bien évidemment. Donc, il faut se préparer par rapport à ça. Moi, si quelque chose comme ça arrive, tu peux être sûr que je vais liquider le maximum de mes positions dans la journée. Je ne vais pas rester en pause. Ça va me poser aucun problème. Et pourtant, là, je suis beaucoup investi. C'est même étonnant, hein, parce que j'ai 200. Combien que j'ai 200. J'ai 300 000, quelque chose comme ça en ce moment. Et je suis investi quand même à 100. Je suis monté quasiment jusqu'à 200 000 en termes de position. Alors, et du coup, j'ai des problèmes de cash pour passer mes ordres, tu vois, parce que j'ai tellement d'ordres en attente sur le marché. Les problèmes. J'aurais pas cru, tu vois, j'aurais pas cru. Mais vu que mon année a été bonne, bah, je continue. Même si je moyenne, je continue. Mais c'est quand même une merde, cette situation. Puis t'aimes bien le mois de janvier en plus. Le mois de janvier, on l'aime bien. Normalement, le mois de janvier est censé être le meilleur. À part Abivax qui m'a déjà plombé un peu mon mois. Quelle saloperie de valeur. Vous voyez, regardez, c'est un exemple pour la petite histoire. Abivax, j'ai fait une erreur parce que quelque part, je suis tombé en mode FOMO dessus. Je l'ai acheté à 92,7 avec le salon MTT. Donc, on avait un bon prix d'entrée. Elle a remonté jusqu'à 130 €. On a pris la méthode habituelle, TP1, TP2. Et puis, à force de rabâcher OPA partout, à droite, à gauche, OPA, bah, j'ai fini par sortir de la méthode. C'est-à-dire que j'ai gardé mon reliquat, même plus qu'un reliquat, parce que je voulais jouer l'OPA. Et au final, je me suis tapé les 130 €, retour 100 €. Je me suis retapé la même chose encore, parce que forcément, elle réagit à toutes les rumeurs qui sortent. Donc, l'État démentit qu'ils ont eu Lily pour avoir une OPA. Le lendemain, si, en fait, il va y avoir OPA. Et au final, je suis tombé en mode FOMO et je suis sorti de ma méthode. Et résultat, aujourd'hui, par exemple, elle a perdu 30 € depuis ses plus hauts. Ça m'a coûté 2700 €. Alors qu'au final, si j'avais suivi ma méthode, j'aurais pris un take profit sur la zone des 130 €. Vous voyez, donc je trouve que le marché vous met toujours à l'épreuve et vous fait sortir d'autres méthodes, alors qu'il ne faut pas. Il faut être le plus près possible d'un algorithme de trading et suivre les 3 M, méthode, money management mental, parce que dès qu'on en sort, bah, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, elle m'a tellement dépité l'action que même si ce soir il y avait une OPA, ça ne me ferait rien du tout. Tellement elle m'a gonflé avec ses retours à réagir à coup de rumeur. Et puis je l'ai mis sur X, parce que elle est en double cotation, donc c'est encore pire, parce que les Américains, ils font pas semblant. Ouverture 15h30, 16h, moins 15, moins 20, c'est de la routine pour eux. Et vous ne pouvez rien faire contre eux. Quand le marché décroche comme ça, tu ne peux rien faire. J'ai eu beau moyenner, elle m'a juste démonté un peu plus. Tu vois, c'est là que ma méthode a ses limites. Et donc, quand on ne maîtrise plus, c'est ce qui s'est passé pour conclure avec ça. Là, je ne maîtrise plus rien sur Abivax, je peux faire clôturer ma position. Parce que c'est plus du trading, c'est de la roulette. C'est de la roulette. Donc, et moi, je ne suis pas là pour faire de la roulette. Je suis là pour faire du trading, pour me maîtriser, pour gérer ma perte. Là, je ne gère plus rien. C'est en fonction de ce qui sort et des Américains. Donc, non, on se reconcentre et on revient dans sa méthode. Impeccable. Merci, Mika. Donc, merci, bien sûr, David aussi. C'était cool. Alors, au départ, on avait prévu de se voir nous juste faire un truc à 3. Et puis finalement, on a dit, tiens, on va l'enregistrer. Comme ça, au moins, on est un petit peu plus sérieux, peut-être. On devait faire 1 heure. Et je vois que tu as fait 1h48. On est nickel. Ouais, ça, c'est habituel, ça. Hein. Ça, c'est habituel. Je rappelle que David a un programme d'accompagnement en bourse avec JM aussi, qu'on salue, sur le site. Tout est sur le site drbourse.com. Vous pouvez d'ailleurs sur le site de David télécharger le bouquin qu'il a écrit. Excellent bouquin sur investir sur les small caps, ce qu'il faut savoir pour gagner gros. Et puis, nous concernant, tout également, tous les programmes d'accompagnement, si vous êtes intéressés, sont sur le site, le podcast de la bourse.fr. Messieurs, merci beaucoup. C'était super. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver en tout cas. David, on se fait une sortie bientôt. Il faut qu'on le programme d'ailleurs. Ouais. Gros bisous. Et à bientôt. Si ça vous plaît, vous nous le dites en commentaire. Peut-être on fera une V2 avec grand plaisir. Et puis tu peux même dire aussi qu'on a même une offre en commun, là, une offre sur Discord. Oui, on a Ultimate aussi en commun pour ceux qui vont. Vraiment pour les passionnés. Écoute, c'est un plaisir. Hein, merci. Et puis. Du JM, du Tino, du Mika qui veulent. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et on devrait l'appeler la totale, pas Ultimate, la totale. Ça m'a fait peur. Ça va là. Il a dû s'arrêter. Je pense qu'il s'est arrêté à la virgule. La totale. Oh, il s'arrête là. Vraiment, les mal tournés. Merci pour tout. Merci les mecs. À plus. Ciao, ciao. Et bye, merci. Bonne soirée.